et bienvenue dans Buffy Slays 20. Et oui, c'est à nouveau nous, on vous a dit qu'on disparaîtrait pas et on vous avait même dit qu'on viendrait probablement une fois par an. Et ben voilà, on est en 2026, c'est la vidéo de 2026. Il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de Buffy et donc on mourrait d'envie de vous parler, de vous en parler et d'en parler entre nous. Donc voilà, Buffy Slays 20 2026, c'est aujourd'hui. Et oui, le premier Buffy Slays 20 annual, on vous l'avait promis. On s'est dit qu'on reviendrait quand il y aurait de l'actualité dans tous les sens brûlante sur Buffy. Là, l'actualité, il y en a eu beaucoup. On a eu 15 jours un peu intenses, je crois, toi et moi. On n'a jamais envoyé autant de textos depuis des Ouais, années. Exactement, et surtout, ça fait très bizarre de revivre Buffy aussi intensément. Ouais. Je crois même que ça a eu un petit effet sur notre santé, vu que les nouvelles n'étaient pas toutes très bonnes. D'ailleurs, vous remarquerez, si j'ai une carte de tout anormale, c'est le contre-coup de la Buffy Newsweek. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai pas été malade, et là, comme par hasard, j'ai eu 42 fièvres il y a une semaine. Donc, coïncidence, je ne crois pas. Mais voilà, évidemment, donc les news eh bien, de cette émission, c'est d'abord eh bien, l'annulation du reboot de Buffy sur Hulu. Enfin, en tout cas, Hulu ne veut plus faire ce reboot avec Chloé Zhao et Sarah Michelle Gellar et tous les autres gens qui étaient impliqués. Mais également le retour de Firefly, le retour éventuel de Firefly en dessin animé, mais sans... Joss. Avec sa bénédiction, selon Nathan Fillion, ce qu'on croit. Mais en tout cas, pas lui à l'écriture. Nous allons évidemment aujourd'hui parler de la disparition qui est arrivée il y a maintenant quelques semaines de Nicola Brandon. C'était le 20 mars, on dirait que c'était hier et on a l'impression qu'il s'est passé tellement de choses depuis. Mais oui, bien sûr, une nouvelle, il n'y a pas de mots pour exprimer la tragédie de quelqu'un qui part si jeune et quelqu'un qui avait l'air d'avoir encore plein de choses à vivre et à réparer aussi dans sa vie. Et puis quelqu'un qui... On va en parler, c'est une figure compliquée, mais on a déjà passé tous beaucoup de moments importants de notre vie. Nous, c'est quelqu'un qu'on a rencontré en plus, qu'on a rencontré à 2 reprises, donc on a aussi cette histoire-là avec. Et en fait, c'est quelqu'un d'incroyablement touchant, pour plein de raisons dont on va parler, qui a plein d'autres aspects de son histoire, dont certains qui font que beaucoup de gens ne le portent pas dans leur cœur, mais c'est plus compliqué que ça, et pour nous, on peut pas ne pas réagir avec tristesse à cette nouvelle. Mais également parler de Sarah Michelle Gellar, puisqu'elle était en promotion pour Wedding Nightmare numéro 2, en anglais Ready or Not 2, et elle n'a jamais fait... Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait autant de promotions. Je pense qu'elle n'a jamais autant parlé de Buffy en fait, à part quand elle était obligée de le faire pour faire de la pub pendant Buffy, mais là encore c'était de la promo, elle n'a jamais autant parlé de Buffy de toute sa carrière. Exactement, elle a profité de la promo de Ready or Not 2 pour parler énormément de Buffy. Les journalistes ont profité aussi de la pour la faire parler de Buffy. Exactement, mais là, voilà, exactement, la connaissant, elle est capable aussi de mettre en droit de veto. Et là, elle l'a fait en long, en large et en travers, même si il reste tant à dire. Tout à fait. Donc, on va commencer tout de suite cette émission. Alors, le concept va un petit peu changer. Rappelez-vous, avant, on avait 2 minutes et 2 minutes uniquement pour répondre à vos questions. Comme là, c'est une émission unique, annuelle, mais également que les sujets aujourd'hui sont particulièrement importants et méritent bien qu'on en parle de façon assez dense. On va commencer d'abord une première partie de l'émission où Yael va s'exprimer 5 minutes, ni plus ni moins, sur chacun des sujets qu'on a évoqués. Il fallait quand même le limiter. On est au-dessus de 2 minutes, mais il fallait pas déconner quand même. Des sujets qu'on vient d'évoquer, mais après, voilà, ce sera à mon tour d'y répondre. Et ensuite, on fera un débat d'une 30aine de minutes pour un petit peu échanger sur nos sensations, sur tout ce qui vient d'être dit. Le premier sujet, donc, c'est le reboot de Buffy. Est-ce que Yael, tu peux me rappeler, peut-être aussi à nos... avant la réponse, tu veux dire contextualiser, ok. à nos spectateurs, et effectivement, un petit peu le contexte de cette histoire de reboot. Il m'a confié que pour une fois, il avait fait des notes, ce que je ne fais jamais, et ce que j'ai bien fait sur ma fait aujourd'hui. Là, je me dis, ah oui, j'aurais peut-être dû quand même. Oui, j'ai fait des notes, effectivement, parce que comme les sujets sont encore une fois très importants, c'est la première fois depuis le début de Buffy Slays 20 en disant que je me suis dit que je voulais avoir des notes, qu'il y a des sujets très délicats. Généralement, on ne savait pas aussi les questions. On ne connaissait pas les questions. Là, c'est différent. Contextualiser le reboot, Hulu. J'ai l'impression qu'il y a 1 ou 2 ans, 1 an et demi peut-être. Février 2025 peut-être. Ah donc, ah oui, effectivement, je pense que c'était il y a 1 an, un peu plus d'1 an. La news est tombée que on travaillait sur une nouvelle version de Buffy
qui incluait Chloé Zhao, la réalisatrice, qui était à l'origine du projet, parce qu'en fait, c'est une grande fan de la série. Je l'ai vue en parler quelque temps ces derniers mois, un peu plus qu'avant, et effectivement, elle a l'air d'avoir été très marquée par cette série. Réalisatrice oscarisée pour le film Nomadland. 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 Il n'y a pas de S. Qui a aussi fait Eternals et qui vient de faire Hamnet, qui a été prisé un peu partout, que je n'ai toujours pas vu, mais que tous les gens qui l'ont vu, ils m'ont dit qu'ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps. Voilà, exactement, c'est la réaction qu'apparemment tout le monde a. J'attends l'occasion pour le voir, j'ai pas pu le voir en salle au bon moment, donc j'attends une bonne opportunité. Et donc Chloé Zhao avait apparemment contacté Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar a dit, Chloé Zhao m'a parlé d'une idée de refaire Buffy comme d'une façon qui ne m'a convaincue comme aucune idée ne m'avait jamais convaincue. Donc là, on est en 2020. Voilà. Donc ça, ils nous racontent ça en 2025. Ils disent en 2020, elle m'a contacté et en fait, j'étais là. Ah oui, effectivement, jusque-là, j'ai toujours trouvé ça idiot l'idée de refaire Buffy. Mais là, pour une fois, je trouve que ça a du sens. Ce qu'elle veut en faire, ça a énormément de sens. Ça veut dire quelque chose. On a besoin de Buffy, blablabla. Et donc, du coup, s'en est venu tout un travail où alors à l'écriture, ils ont pris les 2 co-autrices, notamment de Poker Face, saison 1. Qui ont bossé aussi sur Agents of Shield. Agents of Shield, avec c'est ça. la famille Whedon. Avec le frère et la belle-sœur de Whedon à la tête de cette écriture-là. Donc, ces gens-là, et ils ont casté une jeune actrice qui s'appelle Ryan, je ne sais plus c'est quoi sur le reste de son nom, mais qui est une jeune fille adolescente. Et là, pour le coup, ils ont publié la vidéo dans laquelle, quand lui a annoncé qu'elle avait le rôle, ils ont commencé à annoncer qu'il y aurait beaucoup de comeback, mais en fait, on ne savait pas trop. Enfin bon, en tout cas, il y a eu un buzz pendant 1 an là-dessus. Et étonnamment, énormément de promos pour une série. On sait que le concept de pilote, c'est un concept qui est un pur concept de démonstration pour convaincre une chaîne de commander la série en entier pour être diffusée, mais le pilote n'a garanti absolument pas que la série sera achetée. Donc là, c'était assez étonnant le mécanisme Je veux juste préciser par rapport à ce que tu dis, c'était étonnant. Cependant, je veux préciser pour les historiens de la série comme moi, 2 informations. Quand Dollhouse a été annoncé, et ensuite quand on était annoncé que finalement ils n'avaient pas aimé le pilote, qu'ils étaient scrapping the pilot, qu'ils réécrivaient, à l'époque je me suis dit, on n'a jamais autant de news sur une série qui n'existe pas encore. Quelle que soit donc il y a vraiment un effet Whedon, où du coup on fait couler de l'encre beaucoup plus, du coup il y a beaucoup plus d'observations et du coup c'est beaucoup plus facile de dire ah ils n'ont pas réussi et tout. Je me rappelle aussi un truc que j'avais occulté qui est le reboot qu'ils avaient tenté il y a quelques années où Whedon avait choisi une femme auteure fan de Buffy, une femme noire qui avait écrit une nouvelle version aussi avec une Slayer noire et pareil ils avaient annoncé il y aura un nouveau Buffy. Et à l'époque, je me rappelle, je dis non, les gars, ils sont en train de le pitcher à des studios. Ça veut pas dire qu'il y a une série en fait. Il y a 2000 pitchs pour 50 séries à la fin en fait. Donc, c'est là. Mais c'est fou comment Buffy a ce truc. Donc, juste pour dire que c'était étonnant et en même temps, c'est classique pour ce qui est dans l'œuvre de Whedon. Qu'il y ait tout d'un coup, on couvre quelque chose qui n'est que de la petite news qui ne serait pas couvert pour une autre série, comme si c'était quelque chose d'énorme. Et d'ailleurs, ça, généralement au détriment de l'œuvre. Parce que du coup, ça fait que les gens disent c'est pas pour rien qu'on n'en parle pas avant que ça existe. Parce que sinon, les gens entendent dire il se passe rien, donc c'est clairement il y a des problèmes. Dans ce cas-là, c'est un échec. Enfin voilà, ça c'est pas bon pour le projet. Et donc mi-mars, après probablement 6 mois sans nouvelles, on avait juste vu quelques photos de tournage l'été dernier, l'été 2025. Il y avait eu un truc comme ça qui était sorti, mais on savait rien en fait. Mais en fait, on sait jamais rien de ce développement. Dans l'histoire des séries, on ne sait jamais tant que le truc est pas annoncé avec une date. Et effectivement, là, Sarah Michelle Gellar est allée un samedi sur Internet, c'était du coup le 14 mars, pour annoncer que le reboot, malheureusement, Hulu avait décidé de sortir de l'histoire. Et ensuite, il y a eu plein d'autres interviews qui ont été données où elle a donné plus de détails, juste parce que effectivement, elle était en promo et voilà. Et donc justement, Yael, voici la première question à laquelle tu vas devoir répondre en 5 minutes. Je vais bientôt déclencher le chrono, qui est bien tout simplement, quelle est ta réaction Quelle est ta réaction concernant cette annulation du reboot? C'est parti. Bon, aucun regret. Aucun regret. Alors, c'est une de mes règles de vie. J'ai les 10 commandements de la philopopie que j'ai inventée, qui est ma religion. Je les ai notés un jour il y a 9 ans.
Et ça fait 9 ans que je me dis, je vais finir par écrire un truc sur un blog où je vais rentrer dans le détail. Mais un des commandements de la philopopie, c'est on ne s'intéresse pas à quelque chose qui n'existe pas encore. Donc ça veut dire que c'était à l'époque où j'en avais ras la casquette de tout. Ah mais dans le prochain Marvel, il y aura ça. Donc du coup, c'est nul que dans celui-là, il y ait ça. Et moi, j'étais là, en fait, les gars, tant qu'on n'a pas le prochain Marvel, on peut juste se calmer. Et du coup, ce truc de... Alors, en fait, c'est moins strict que ça parce qu'effectivement, bien sûr, on anticipe. Et c'est pas la première fois que j'en parle d'ailleurs dans les vidéos Buffy Slays 20. Bien sûr, on anticipe des choses, on se pose des questions, on a envie, voilà. Mais, et c'est rigolo parce que je compare souvent ma Buffyologie à ma Taylor Swiftologie. Et effectivement, il y a un truc avec, vu qu'il y a beaucoup plus de sorties de Taylor Swift que de Buffy ces 10 dernières années, en fait, c'est la guerre chaque fois qu'il y a une annonce d'album. Et là, enfin, il s'est passé la même chose en fait. Elle a sorti son dernier album qui est le plus gros succès de sa carrière. Tout le monde a des, enfin, pas tout le monde, mais une des conversations autour, c'est le plus gros de sa carrière. Mais quand même, il y a une conversation autour qui existe et qui persiste dans l'esprit de certains fans, qui est « Ah, on est déçus parce qu'on imaginait autre chose, parce que vu ce qu'elle avait dit dans le podcast il y a 2 mois, on a supposé que... » Voilà. C'est hyper dangereux. Donc, que ce soit d'avoir envie ou de ne pas avoir envie, c'est un peu absurde de décider à l'avance. Et donc, moi, au départ, ma politique avec ce reboot, c'était « Je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas en entendre parler. » Et surtout, parce qu'au début, c'était « Ne m'en parlez pas, ça m'énerve. » Et j'avoue que c'est resté un peu ça. Cependant, j'avais aussi dit, maintenant, quand ça va exister, bah, je vais le regarder quand même. Enfin, je ne veux pas mourir idiote et puis surtout, je vais pas... Enfin, voilà, je ne peux pas savoir ce que ça va être. Même si moi, je ne suis pas complètement fan du point de départ de cette œuvre, n'importe quelle idée peut faire n'importe quoi, en fait. Enfin, ça peut devenir quelque chose, en fait. On ne peut jamais savoir. Les fans de Battlestar Galactica qui étaient là, ils font n'importe quoi, sci-fi. Voilà, c'est bon. Après, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Eternals, qui est le seul film de Chloé Zhao que j'ai vu, et où je pense que l'exploitation de la mythologie et la dramaturgie épique sont les 2 plus gros points faibles de ce film. Donc bien sûr, je suis là, comment ça c'est elle qui dit qu'elle sait comment écrire Buffy? Je pense que surtout, je suis passablement énervée par le fait que tout d'un coup, on érige Sarah Michelle Gellar comme le gardien du temple, comme la personne qui comprend Buffy, qui est là pour préserver Buffy pour ses fans. En plus, je trouve qu'elle l'a reprouvé récemment. Quelqu'un qui, alors bien sûr, un peu comme une blague, mais qui quand même, quand on lui dit, oui, il y a plein d'œuvres universitaires faites sur Buffy il y a quelques années chez Graham Norton, et qu'elle dit, oui, je sais, moi, j'y comprends rien. Voilà. Alors, on va parler de Joss Whedon plus tard. Donc, il y a la question, ok, on peut pas travailler avec Joss Whedon, mais il y a plein d'autres gens qui étaient impliqués dans l'écriture de Buffy quand même. Ils sont où toutes ces personnes? Donc, moi, à partir du moment où personne liée à l'écriture n'est liée à ce projet, je pars du principe qu'ils n'ont pas compris le projet. Donc, s'ils n'ont pas compris le projet, qu'est-ce que j'en ai à foutre que c'est une Slayer à Sunnydale, en fait? Enfin, je le dis, je le répète dans tous mes cours, c'est jamais une question d'idée, c'est toujours une question de traitement. C'est jamais une question d'idée, c'est toujours une question de traitement. Je m'en fous de l'idée. Voilà. Après, le seul truc, c'est que je me dis, des gens qui ont été inspirés par quelque chose qui m'inspire peuvent faire des choses qui vont m'inspirer. Donc, plus je vois passer des bouts de trucs avec Chloé Zhao, plus je me dis, ah, ok, pourquoi Chloé Zhao? Donc, mais quand même, ce truc de, vous me vendez la version marketing de Buffy et pas le Buffy que moi j'aime. Donc, en fait, ce que vous en faites, techniquement, je m'en fous. Et en même temps, un peu de satisfaction de, je m'en doutais bien, que c'était pas possible de faire un reboot sans prendre le truc au sérieux de fond. Même si, bien avant de savoir les détails, tout de suite, j'étais là, ben voilà, je savais bien qu'on pouvait pas le faire. Je regarde combien de restes. Donc ça, c'était ça. Après, bien sûr, c'est des gens qui avaient du travail, que d'un coup, plus de travail. Mais est-ce que j'avais... Enfin, j'avais pas confiance. J'avais pas du tout confiance. Et Sex and the City était une série subversive, fantastique, merveilleuse. Le premier film de Sex and the City, moi, je l'ai bien aimé. Le deuxième film, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu la bande-annonce. Mais maintenant, chaque fois que je pense à Sex and the City, je pense à la bande-annonce du deuxième film qui est ultra cheapos. Et donc, du coup, j'avais pas envie que ça arrive avec Buffy. Après, je sais pas ce que ça aurait été cette série. Mais en fait, ma réaction, c'est écoutez. Voilà, je pense que c'est ma réaction. Bon, alors maintenant, David, à toi de nous dire. C'est quoi ton ressenti sur le fait qu'il n'y aura pas le reboot Hulu qui nous a été promis depuis 1 an? À ma grande surprise, partiellement triste, parce qu'il y a eu tout un cheminement qui s'est fait sur 1 an.
La première chose, c'est qu'au moment de l'annonce du reboot, comme toi Yael, à ce niveau-là, je suis assez d'accord. Évidemment, moi, ce que j'aime dans Buffy, c'est pas Buffy, c'est terrible à dire, mais c'est vrai, c'est l'écriture de Joss Whedon. C'est pour ça que j'aime aussi Angel, que j'aime Dollhouse, Firefly, Dr. Able, The Nevers plus récemment. Donc il y a vraiment quelque chose pour moi qui tient de son écriture et des gens qui ont tenté de refaire Buffy ou des simili Buffy qu'on on annonce toujours ça a été fait par un fan de Buffy, ça va être le nouveau Buffy, la série dérivée classe de Doctor Who, Teen Wolf, etc. Il y a des qualités mais c'est toujours bien en deçà et ce qui fait que même quand on veut faire du Buffy on ne peut pas faire du Buffy. La voix de Buffy, c'est Joss Whedon. Les comics aussi l'ont prouvé. Les comics écrits par Joss Whedon sont de qualité bien supérieure à ceux écrits par des personnes lambda aussi fans et impliquées qu'il a été puisqu'il a chapeauté de loin. Donc pour moi, j'avais vraiment eu un rejet. La deuxième chose, c'est que quelques semaines après l'annonce du reboot, il y a eu le décès de Michel Trachtenberg. Et moi, la première chose auquel j'ai pensé quand on a annoncé le reboot, ça m'a beaucoup surpris, c'est tiens, j'en avais déjà parlé dans la vidéo où je parlais du décès de Michel Trachtenberg. Tiens, je suis très pressé de retrouver Dawn et Buffy ensemble. Ça m'a surpris, mais en fait, c'est une des premières choses à laquelle j'ai pensé. Donc là, déjà, ça m'a beaucoup dérangé, c'est comment on va s'engager dans l'absence de Michel Trachtenberg. Soit Dawn est partie. Évidemment, moi j'ai tout de suite pensé en tant que scénariste, les défis scénaristiques. Donc, Dawn n'est plus là. Est-ce qu'on dit qu'elle est en balade? Mais quand c'est l'apocalypse, c'est bizarre que la sœur ne soit pas impliquée. Quand il y a des enjeux de cet acabit-là, comment on peut ne pas l'intégrer? Ou alors elle est morte et j'ai pas envie qu'elle soit morte. C'est elle qui a la dernière réplique de la série. Nicolas Brandon avant son décès, ne pouvait pas revenir vu son état. Donc, pareil, comment on n'intègre pas Zender dans ce reboot? Donc ça, c'était des points problématiques. Et Elsa Dushku qui refuse de revenir, qui a une très belle carrière de thérapeute. Pareil, il y a une apocalypse, c'est la fin du monde. Où est Face? Pourquoi Face n'est pas là? Comment on le justifie? Elle a son aventure de son côté. Oui, mais si c'est la fin du monde, enfin voilà. Plein de choses comme ça qui déjà me posaient question. Après, ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai un rapport beaucoup d'affection pour Chloé Zhao. J'ai aimé quasiment tous ses films. J'ai beaucoup aimé Eternals. Il y a des défauts, mais j'ai beaucoup aimé Eternals. Premier baiser entre deux hommes homosexuels dedans, une grande diversité, super héroïne qui parle en langue des signes. Enfin voilà, je trouve ça super. Et voilà, Nomadland, je trouve que c'est un très grand film. Je trouve qu'elle parle très bien de déconstruire la masculinité, beaucoup également dans son film The Rider. Donc pour moi, je pouvais comprendre ça m'avait beaucoup surpris. J'étais agréablement surpris qu'elle soit fan de Buffy. Je me suis dit, des mondes se connectent. Mais voilà. Et en fait, mais malgré tout, une résistance quand même. Ce n'est pas Joss Whedon. J'ai vu quelques images. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai fini par avoir cette idée que la fin de Buffy, c'est je donne le pouvoir à d'autres gens, je tends le pouvoir à d'autres gens, je dis à d'autres gens, je vous passe le relais, et d'autres gens peuvent être une slayer ailleurs, une tueuse ailleurs, et avoir leur aventure. Et je me suis dit, finalement, est-ce que ça, c'est pas finalement un peu le message de la fin de Buffy, que d'autres personnes peuvent se réapproprier cet univers-là et disent, j'en fais ma propre version, je propose quelque chose. Et finalement, je me suis dit, évidemment que dans le canon Buffy, en plus moi qui adore les comics, comme vous le savez, ils allaient très certainement annuler la continuité comics. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est en même temps, de me dire, je vais finir par dire, ça m'intéresse de voir une interprétation de l'univers Buffy par d'autres gens. Je réfléchis le chrono. J'ai lu ensuite ce script qui a fuité. Alors, ça me dit oui, mais c'est pas exactement la vraie version. Elle avait dit ça aussi quand le casting a été dévoilé. C'est pas le vrai casting. Quand le casting a été dévoilé, c'était exactement ce qui avait fuité. Donc voilà, je suis sûr que entre temps, cette version qui date de 2024 a été en partie réécrite, les dialogues ont été retravaillés, mais globalement, et même par rapport aux photos de tournage qu'on a eu, ça correspondait. Il y avait des cohérences. On voyait le lycée de Sunnydale parce qu'il y a un festival de vampires. Enfin voilà, tout un tas de choses qui étaient là. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai passé un bon moment. Alors il y a effectivement plein de défauts, mais il y a quelques dialogues qui m'ont fait beaucoup rire, dont une blague sur Hamilton que je trouvais très drôle. En fait, je me suis rendu compte que j'étais très content de repasser du temps dans cet univers-là et que j'avais la sensation qu'ils avaient réussi j'y suis retourné. Donc il y a au moins cette réussite. J'étais dans l'univers Buffy, ce qui m'a beaucoup surpris. J'ai entendu le bruit des vampires tomber en poussière. Il y a eu une dynamique où oui, c'est imparfait. Oui, il y avait des axes un peu surprenants. Dans la série, dont une jeune fille religieuse qui voit Buffy un peu comme une sainte. Enfin, c'est très surprenant, mais en même temps, j'aimais bien cette idée très méta qu'on a dans beaucoup de séries, finalement très Star Wars, les suites de Star Wars, c'est-à-dire que Luke Skywalker est une espèce de légende, mais qui s'est retiré. Buffy était devenue aussi cette espèce de légende un peu mystérieuse et mystique. Et finalement, alors là, c'était pas très clair sur la mythologie ce qu'ils font au niveau des tueuses. Le fait qu'il y a plein de tueuses partout, c'était pas forcément très évident. Mais en fait, j'ai passé un bon moment. Il y a tout un tas de questions autour des questions progressistes et woke qui sont vraiment expliquées avec des grands sabots. Et en même temps, c'est une série pour la nouvelle génération qui, elle, la Gen Z, finalement, épouse ces sujets de façon... la nouvelle génération qui épouse ces sujets en plus avec... Enfin, ce sont leurs sujets. Et peut-être qu'on est nous trop vieux. J'ai vu beaucoup de fans dire, peut-être que moi ça me plaît pas, mais peut-être qu'on est trop vieux aussi pour ces sujets-là et que ce nouveau Buffy,
s'adresse à d'autres gens. Très intéressant. Plein de choses à dire, mais j'ai pas le temps. Mais très intéressant. Et j'ai lu les premières pages du script et j'ai trouvé ça écrit un peu gras. Dans le sens, justement, regardez, on fait des blagues. Et ça, sur une scène d'intro, je trouvais ça... Voilà, mais bon. C'est très bavard, c'est trop bavard. Je suis biaisée. C'est toujours cette idée de Joss Whedon. On dit que Whedon écrit très bien les dialogues, donc quand il écrit bien les dialogues, on dit qu'il y a beaucoup de dialogues, alors qu'en fait non, il y a finalement beaucoup de moments de creux et de tension, et quand il y a des dialogues, ils sont percutants. Mais c'est pareil, dans le comics, on le voyait beaucoup, le comics Whedon, quelques bulles percutantes, sans Whedon, du dialogue. Et puis, de la quantité. moi je suis arrivée à un âge où je suis en train de revoir des séries que j'ai aimées, que j'ai trouvées très bien écrites il y a 20 ans, et qui sont très bien écrites, mais où je me rends compte que ça dit pas grand-chose. Que derrière la virtuosité, c'est un peu creux, ce que j'ai souvent reproché aux séries prestige, donc les séries du câble, les séries avec des super réals et tout. Mais en fait, plein d'autres séries sont ça, et Buffy n'est pas ça. C'est déjà en train de débattre, c'est pour tout à l'heure tout ça. Je veux pas que Buffy soit creux. Voilà, pardon. Alors maintenant, tu en as parlé à l'instant, on va parler en réponse à ça à Sarah Michelle Gellar, puisqu'elle a effectivement appris que le reboot était annulé au moment où elle était en pleine promo à New York de Ready or Not 2. Donc elle avait un espace promotionnel qui lui était offert pour parler, si elle le souhaitait, comme elle l'a fait, d'un côté de l'annulation du reboot, mais également de Buffy en général, ce qu'elle a rarement fait autant, avec une approche peut-être un peu différente de ce qu'elle a fait jusque-là. Surtout qu'elle avait dit justement que pour être finalement au courant de ce qui se passe dans la mythologie Buffy, être la fameuse gardienne, effectivement, que tu critiques, à tort ou à raison, on verra dans le débat, mais de Buffy, qu'elle avait revu toute la série pendant le confinement, pour évidemment se remémorer des épisodes qu'elle a, je pense en plus probablement, peut-être jamais vu, c'est peut-être en plus la première fois qu'elle les voyait, mais voilà. Ma question, Yael, c'est avec tout ce que Sarah Michelle Gellar a déclaré et les interviews que tu as vu passer sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu penses, quel est ton sentiment sur la façon dont maintenant Sarah Michelle Gellar aborde Buffy? Alors déjà, j'ai un Ricola, parce que sinon je vais m'étouffer. Donc si je zozote, c'est normal, tout va bien. J'ai pris de mon temps pour reprendre ça. Alors déjà, j'ai pas regardé toutes les interviews, j'ai pas lu toutes les interviews, parce que quand même, j'ai un certain niveau d'énervement avec elle, qu'elle a depuis quelques années. Moi, vous le savez, cette non-conversation sur Joss Whedon me rend folle, pour des raisons différentes. Il y a une raison, en fait il y a 3 raisons. Il y a la raison, j'aime Joss profondément, même si peut-être que je me trompe, mais je l'aime profondément. Et donc du coup je me sens heurtée par cette espèce d'effacement de son existence. Deuxième raison, et pour moi je ne peux pas parler de Sarah sans parler de ça. Deuxième raison, en tant que fan, on est jeté dans une espèce de confusion totale des choses. On ne sait pas, on ne comprend pas qui dit quoi. Et du coup, moi, pendant longtemps, j'ai évité aussi de faire du deep dive sur Internet parce que ça m'énervait trop. Et là, ces dernières semaines, je me suis sentie quand même obligée d'aller regarder. Du coup, je suis carrément allée regarder les conversations Reddit. C'est quoi exactement ce qu'on reproche à Joss Whedon, où il y a tout le monde qui se permet de dire tout ce qu'il veut. Et je continue à penser qu'on est dans la confusion totale. Enfin, une grande confusion quand même, entre ce que moi je lis et la façon dont c'est interprété et dont c'est pris comme fait, comment la mythologie devient fait. Et du coup, tu es là, mais en fait, tu parles... Ou alors, ils ont lu d'autres choses que moi, j'ai pas lu. Ou alors, comment on interprète la parole et l'expérience des gens. En fait, moi, ça me rend folle. Donc, en tant que fan et en tant qu'activiste de ces questions-là, si on est censé démanteler l'impression, on a besoin de la comprendre. Donc voilà. Donc, toutes ces raisons-là font que chaque fois que Sarah Michelle Gellar, ces dernières années, parle de Buffy comme si c'était son bébé. Alors, je parle pas dans le sens où... En fait, particulièrement, moi, j'avoue, le post de la mort de Michelle Trachtenberg, où elle utilise les mots de Joss pour parler de Michelle, en fait... Tu renies cette partie... Enfin, tu vois, en fait, qu'est-ce que tu renies, qu'est-ce que tu renies pas? Est-ce que c'est ces mots, est-ce que c'est... Mais tu vois... Et le fait que... C'est pour ça que je parle du fait que c'est une non-conversation, que c'est ça qui rend fou. Et du coup, ce truc de là, la façon dont... Enfin, on est en train de faire semblant... Enfin, ça, c'est sa façon de parler de Buffy est un effacement de Joss. Et ce qui est particulièrement injuste, parce qu'en revoyant la série, je suis en train de faire un rewatch complet, je suis au milieu de la fin de la saison 5. Il y a vraiment ce truc de... Il a tellement œuvré pour essayer de dire quelque chose de complexe dans son travail. Et enfin, donc voilà. Donc, du coup, c'est très compliqué pour moi de la regarder.
Après, je pense que elle a une prise de conscience très limitée sur tout ce que je viens de dire, qu'elle est dans une relation très différente avec Buffy et avec les fans que ce que nous on voit et ce que nous on comprend. Je pense qu'elle n'a pas de mauvaises intentions. Je pense qu'elle a énormément changé dans sa vie et qu'elle se rend compte de à quel point cette expérience qu'elle a eue et cette série sont précieuses. Moi, je pense qu'elle est un peu naïve du coup parce qu'elle occulte le facteur Joss et le regard sur le monde de Joss qui est lié à une personnalité parfois compliquée, tourmentée, mais aussi à quelqu'un qui devait devenir fou parce qu'en fait, comme je le pense, la plupart des gens qui bossaient sur la série comprenaient 10% de ce que la série essayait de dire. Lui, il comprenait même pas 100%. Il écoutait aussi, j'ai l'impression, son intuition. On est à combien de temps? J'ai besoin de... Donc en partie... Je parle de Joss, je vais parler de Sarah. Mais ce que je veux dire, c'est que Sarah, je pense qu'elle est un peu naïve par rapport à ça. Malgré sa bienveillance, malgré son désir de bien faire. Et le truc particulièrement qui m'énerve, c'est qu'il y a un truc quand même sur l'idée que c'était un... Et c'est glauque parce que pendant des années, tu critiquais... Enfin, tu critiquais pas, mais tu dis des choses sur Sarah, sur elle avait l'air difficile, et moi j'étais là, mais je vois pourquoi tu dis ça et tout. Et en fait, récemment, il y a eu Seth Green qui est allé sur le truc de Charisma Carpenter sur le podcast et ils ont parlé. Et Seth Green a dit oui, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que c'était un plateau un peu difficile et tout. Moi, je pensais pas que tu vivais ça, mais je peux comprendre et tout. Je suis désolée, mais toute l'industrie vous dira un plateau, c'est pas le showrunner qui me donne le là du plateau, c'est le number one on the call sheet. Ça veut dire c'est la star de la série. Je pense que Sarah Michelle Gellar est une personne qui est socialement anxieuse, qui est perfectionniste, qui est hyper pro et que peut-être potentiellement elle a partager une partie de son anxiété avec le plateau, involontairement, tu vois, mais que du coup, c'est juste que c'est trop facile la façon dont elle s'érige en défenseuse du truc, voilà, et du coup, du coup, tu vois, je n'arrive pas à dépasser ce truc-là pour écouter le reste de ce qu'elle dit, et c'est pour ça, d'ailleurs, toi, tu vas dire plein de choses beaucoup plus intéressantes sur ce qu'elle a vraiment dit, parce que moi, je suis encore bloquée à ce stade-là, quoi, de meuf, j'ai besoin que tu, yeah. Meuf, j'ai besoin que you need to get real about this. Et peut-être qu'en fait, elle n'a pas l'espace de le faire dans l'espace public. Tu vois, peut-être qu'elle fait le maximum qu'elle peut faire. Mais je la soupçonne de faire le choix de la naïveté. C'est ton tour. Franchement, sur Sarah, j'ai failli dire passe en premier. T'as plus de... Comme ça, tu vas nourrir ma réponse, mais tant pis, du coup, j'ai parlé d'autre chose. You go. Moi, ce que j'aime beaucoup sur... En fait, je pense que Sarah Michelle Gellar a eu une démarche intéressante. Il y a deux choses. Il y a eu le décès de Michel Trachtenberg et de Shannon Doherty quasiment consécutif, qui, je pense, a créé un shift chez elle très important, parce qu'on la voit beaucoup plus. Elle est beaucoup plus... Peut-être du jour au lendemain, après la mort de Michel Trachtenberg, on l'a vu beaucoup plus sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Elle a beaucoup plus parlé, elle s'est beaucoup plus dévoilée. Elle a arrêté d'être dans ce discours un petit peu... préfabriqué qu'elle avait tout le temps probablement préparé avec ses équipes et autres, où elle disait quasiment tout le temps la même chose en interview, des choses tout à fait pertinentes, mais qui étaient répétées en boucle, que ce soit à Cannes Série, que ce soit à d'autres événements. Elle avait vraiment un discours formaté qui finalement, je pense, la protégeait, et parce qu'elle sait que les fans de Buffy, mais pas que, sont des gens passionnés, et parfois, peut-être même avec des avis parfois un peu hardcore, et qu'elle essayait de s'en préserver. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que ça marche très bien avec Freddy depuis maintenant 30 ans, c'est je pense qu'elle a cette capacité à se préserver, elle et sa famille. Mais ça a commencé à devenir presque un peu agaçant, cette redondance que ton épisode préféré, The Prom, et j'ai beaucoup aimé The Body et machin, et que même en parlant de Buffy, ça finissait par manquer un petit peu de subtilité. Et je pense que il y a cet événement-là qui a fait que psychologiquement, elle a peut-être eu plus besoin d'être présente, de se dire peut-être que la vie est courte et que finalement, au bout d'un moment, peut-être vivre les choses. La deuxième chose, c'est qu'elle a rencontré donc Chloé Zhao pour parler du reboot, et je pense que Chloé Zhao, en même temps d'être une réalisatrice oscarisée, qu'elle respecte beaucoup pour ça, je pense qu'elle a rencontré pour une fan, une vraie fan qui en a parlé comme une fan, et qu'elle s'est dit ah, c'est aussi ça d'être fan de Buffy. Mm-hmm. C'est pas que des fans qui hurlent derrière les barrières, qui veulent des autographes, etc. Et je pense que ça a changé sa vision de ce que c'était qu'un fan de Buffy, mais également sa rencontre avec Evan de Shut Up Evan, qui est un youtubeur journaliste, qui a écrit d'ailleurs un livre sur Buffy il y a quelques années, et qui a donné une interview. Sarah Michelle Gellar lui a donné une longue interview d'une heure qu'elle n'avait jamais fait jusque-là, vraiment un peu fleuve, pour parler vraiment, c'est pas de la promo, vraiment parler de Buffy et de sa carrière en détail. Et pareil, il est très fan, il a chez lui une pancarte Buffy comme moi j'avais à l'époque de notre bureau, quand on travaillait ensemble, une grande pancarte de Sarah Michelle Gellar, saison 3, photo promo. Et donc c'est un vrai fan qui de nouveau lui a montré ce que c'était qu'être fan sans être un hystérique, sans être en tout cas dans la vision qu'elle a Sarah Michelle Gellar des fans, puisqu'elle a eu très très peur quand elle était aux
au tout début de Buffy, est-ce qu'elle a eu des mouvements de foule, qu'elle est toute petite, qu'elle n'a pas la force de Buffy. Ne serait-ce que le fait que maintenant, je regarde aussi le temps, le fait que, et je pense que c'est un vrai changement, parce que je pense qu'elle a une nouvelle appréhension des fans et de la série. Elle parle de la série très différemment, et en fait, je pense qu'il y a le cheminement, c'est qu'il y a un effort. Tu te parlais d'innocence, je pense que le chemin est en train de se faire, qu'elle a pour la première fois regardé la série avec un recul de spectateur là récemment pour pouvoir faire le reboot. Donc elle a une nouvelle vision de la série, qu'elle s'ouvre aux fans et à ce que les fans ont à dire. Une jeune femme a fait une chanson sur la saison 6 de Buffy que Sarah Michelle Gellar dit ouvertement détester. Et quelqu'un a dit non, j'ai fait une chanson parce que cette saison m'a changé la vie, m'a sauvé. Et donc Sarah Michelle Gellar, d'un seul coup, en avant, elle se dit tiens, peut-être que ça vaut le coup de repenser à la saison 6. L'actrice principale de Wicked, Cynthia Erivo, d'un seul coup dit en podcast Buffy c'est ma série préférée que j'adore. Sarah Michelle Gellar dit bah oui je le sais, en fait on a déjà échangé là-dessus, et donc d'un seul coup ça redonne des lettres de noblesse à Buffy, d'un public différent, mais qui en même temps elle se dit bah finalement si ces gens-là sont fans, peut-être que les fans qui me faisaient peur jusque-là ou que je mettais un peu de côté ne sont finalement peut-être pas si différents de ces gens-là qui m'aiment. Et c'est pour ça d'ailleurs que par exemple, là pendant sa tournée de Ready or Not 2, alors qu'elle est terrorisée, on en parlait déjà par les fans et par les séances de dédicaces, c'est qu'elle elle est agoraphobe, elle a fait un effort considérable à Londres, à New York, en Italie, à Rome et à Paris il y a quelques semaines pour faire des dédicaces à tout le monde, faire des selfies avec tout le monde, ce qu'elle ne faisait pas du tout. La proximité la terrorisait. Il y a eu quelques mouvements de foule qui l'ont effrayé, particulièrement à Paris, qui fait que malheureusement, je sais que certains d'entre vous qui regardaient l'émission n'avaient pas obtenu malheureusement ce que vous vouliez, alors que vous êtes levé à 7h du matin, et ça j'en suis vraiment désolé, mais il y a un effort qui se fait et dans toute la démarche. Et je pense, elle a dit récemment que sa saison préférée de Buffy c'était la 3, nous c'est la 5 donc on fait mais ça veut dire qu'elle a une course, elle a dit oui c'est la saison du maire, c'est la saison du départ d'Angel, c'est la saison de Faith, donc il se passe quelque chose qui est en train de la traverser, et je pense comme tu l'as dit que peut-être que son rapport à Joss Whedon a évolué ou pas, mais je pense qu'effectivement, publiquement, l'espace n'existe pas. Je pense que malheureusement, on en reparlait quand on en parlait de Firefly, je pense, mais la cancel culture fait que pour le moment, cet espace-là n'existe pas. Mais déjà c'est agréable pour moi d'avoir Sam Shigella, et surtout, je termine en disant ça, mon sentiment à moi, c'est que j'ai l'impression en ce moment d'être l'enfant de parents en cours de divorce. Ce sont deux parents qui ont eu une relation géniale à un moment donné, la relation est devenue hyper toxique, ils sont devenus horribles l'un pour l'autre. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont l'un envers l'autre. Donc à ce moment-là, c'est pas une relation qui est saine pour eux. Donc évidemment, faut se séparer, parce que quand on se hurle dessus tout le temps, maman est une diva, papa est hystérique, séparez-vous. Mais ça veut pas dire que comme ils le sont pour eux, qu'ils le sont pour d'autres gens. Et nous, ils ont fait un bébé qui est Buffy, quelque part nous en tant que fans. Et en fait, j'ai pas envie de choisir entre papa et maman. J'aime papa, j'aime maman. Et quand on me dit si t'aimes maman, c'est que t'aimes pas papa, ou l'inverse, en fait, j'ai pas envie de choisir mes parents pour moi. Qu'eux s'aiment plus, qu'ils aient eu des problèmes, c'est très bien qu'ils aient fait ça pour se séparer. Alors que clairement, moi je suis partie avec papa. Au contraire, Voilà. papa il me rappelle pas, je fais alors comme dans ma vraie vie, oh mon dieu. Tout s'explique. J'utilise l'image du divorce depuis longtemps, depuis la lettre ouverte de Kai Cole. Je dis la les femme fans de Joss Whedon, ex-femme de Joss Whedon qui dit arrêtez de l'encenser et dire qu'il est féministe, c'est un connard, il m'a trompé. C'est un peu ça l'idée de la lettre. Et depuis, je dis les fans de Buffy parlent de Joss pas de façon rationnelle, mais comme c'était des gamins et que c'était leur papa qui avait trompé leur maman et qui du coup c'était un monstre. Mais voilà. Donc c'est rigolo parce que voilà, je pense que c'est très intéressant tout ce que tu as dit et je pense que tu as tout à fait raison sur plein de choses. Mais c'est rigolo parce que tu as dit tu parlais d'innocence, non je parlais de naïveté. C'était pas la même chose. Mais je trouve ça intéressant que t'es basculé sur l'innocence. Je parlais de naïveté choisie parce que ça l'arrangeait, tu vois. Donc, mais je trouve que tout ce que tu as dit. On commence à débattre. Mais non, mais tout ce que tu as dit était super intéressant et je m'en doutais bien que tu avais vachement plus pay attention, que tu avais vraiment beaucoup plus suivi ça. Alors maintenant, on va aborder un sujet tout aussi complexe, mais beaucoup plus triste. On va donc aborder la disparition de Nicola Brandon, dont on disait le 20 mars 2026. Donc tout simplement, Yael, comment tu as appris la nouvelle et comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu, comment tu le vis peut-être encore aujourd'hui J'ai appris la nouvelle par Alyssa Hannigan. Je faisais un début d'insomnie, j'étais assez mania et j'essayais de dormir très tôt. Et donc quand je dors très tôt, je me réveille au milieu de la nuit. Et je suis tombée immédiatement, j'ai bêtement ouvert mon téléphone parce que... On fait tout ça. Oui, mais en fait, j'ai appris le décès de Matthew Perry au milieu de la nuit aussi. Et pour moi, Matthew Perry et Nicholas Brandon sont deux personnes qui sont très proches dans ma tête. Et c'était une erreur.
J'ai appris le décès de James Vanderbeek à 00h30, c'était aussi une erreur. C'est pas bien de faire ça le soir. Donc Chandler dans Friends et Dawson dans Dawson Creek. Voilà, et en fait, d'ailleurs à la maison, on a une règle que quand on voit un décès sur les réseaux, on essaie de l'annoncer aux autres de vive voix pour pas qu'ils le découvrent sur leur téléphone. Et d'ailleurs, on appelle, là j'ai appelé Carole, mais elle était déjà au courant. Du coup, j'ai appelé le lendemain d'ailleurs parce que je veux pas l'appeler. Donc et du coup, c'était très beau parce que c'était une photo de la fin de la saison 6 et elle l'appelait Nikki et elle a dit quelque chose de très sweet et donc j'ai trouvé ça, c'était une façon presque douce. Après, il y avait cette idée où Nicholas Brandon, ça faisait tellement d'années qu'il avait été malade, il avait des problèmes d'alcool et de drogue, il y avait eu des histoires de violence que j'ai pas vraiment suivies. À part une fois, il avait tabassé des gens dans un bar, mais bon, une baston dans un bar, ça veut rien dire. Enfin, surtout si t'as des problèmes d'alcool. Donc bon, moi, voilà. Après, il y avait eu d'autres trucs. Moi, j'avais pas envie de lire ça. Xander, c'était mon personnage préféré au départ de la série. Je pense que c'est en grande partie lié à Nicholas Brandon. Il est écrit de façon particulière, mais il est joué de façon incroyablement particulière. Première fois qu'on l'a vu, c'était la convention, une convention du cerveau génie de David qui avait décidé de faire une convention sur le musical de Buffy et le musical de Xena, enfin les musicaux de Xena. Et du coup, on avait Nicholas Brandon et René O'Connor. Et on a des moments légendaires de cette expérience. Il y a eu aussi un moment où il y avait un peu un moment de panique de comédien par rapport aux trucs contractuels, parce que ce qu'il imaginait qu'il devait se passer, enfin, c'était un moment un peu tendu. Et moi, vu que j'avais pas du tout été impliquée dans toutes les négociations et les trucs d'avant, David m'avait demandé de lui parler un peu pour voir pour un peu le rassurer et tout, parce que du coup, moi, j'étais un peu à côté, vu que j'étais la traductrice et tout, mais j'avais rien foutu en Alborga. Et du coup, on avait passé des moments à se parler. Et du coup, moi, je lui avais dit, en gros, pour lui dire, non, mais t'inquiète pas, t'es safe. Je sais que tu nous connais pas, je sais que tu parles pas français, je sais que. Mais non, tout va bien se passer. Tous les trucs de ton contrat vont être respectés, on va bien te traiter, t'inquiète pas. Et je lui ai dit, j'ai parlé de ma mère en fait. Je lui ai dit, ma mère est comédienne, ma mère, elle faisait du stand-up dans des endroits. Des fois, t'arrives en province, tu sais pas où t'es, tu sais pas quand tu vas être payé. Enfin, je lui ai dit, je comprends tout à fait ton anxiété. Et il m'avait répété plein de fois, genre, non, mais je veux pas être difficile, je veux pas être compliqué, mais. Puis il m'avait fait, you get it. Et ça, en fait, enfin, c'est aussi des moments particuliers, quoi, de partager ces trucs-là. Alors, du coup, j'imagine pour toi, c'était un autre stress, mais pour moi, du coup, j'ai eu l'opportunité de connecter avec lui. Et du coup, de sentir l'anxiété, l'inquiétude, la parano, qui est, en plus, qui est normale quand t'es comédien à Hollywood. Puis surtout quand t'as des problèmes de sensibilité et tout ça. Et puis quand t'as, en fait, ton premier job qui a été un job complètement life-defining. Mais j'ai eu l'opportunité aussi de lui dire que je pense que sa façon de dire ses répliques était totalement magique et unique en son genre et qu'il était en grande partie responsable de la magie de cette série. Et quand j'ai revu à Comic-Con, 2 ans après, j'étais traductrice et en fait, il m'a vu, pour la première fois, j'étais sur scène et il me regarde et je dis un mot et il me regarde, il fait « We know each other, right ?» Et quand on a quitté la scène, Christine Sutherland a dit « Oh, merci, c'était super et tout. » Et Nicholas Brandon a fait « Yeah, she's one of the... » Et donc voilà, c'est juste, tu peux pas t'empêcher de penser aux beaux moments. Enfin, surtout qu'on a eu l'opportunité d'avoir des moments comme ça. Et puis ensuite, il y a cette vidéo que David m'a conseillé de regarder, qu'il a fait quelques jours avant de mourir, que je trouve incroyable, parce qu'on dirait que c'est un testament. Je trouve qu'il dit plein de choses très belles. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'il dit, en fait. Alors bien sûr, il est à fond sur... c'est quoi ce bordel de faire Buffy sans Joss, donc bien sûr, ça me... Mais je trouve que toute sa façon de le dire, et la façon dont il parle, et puis aussi la façon dont il essaye d'être nuancé dans ses propos et d'expliquer, voilà, mais ça c'est ce que je pense et je veux pas, je suis pas là pour dire du mal, pour juger, mais je peux pas m'empêcher de dire aussi ce que je ressens et ce que je pense et avec mon expérience. Enfin, il y a quelque chose de, c'est vraiment un testament en fait, aussi sur sa vision du métier, sur sa vision et puis de Buffy, des fans de Buffy, ce que représente Buffy, enfin. J'ai trouvé ça hyper beau qu'on ait ce truc-là, en fait. J'ai vu passer un article en disant, oui, eerie interview, je sais pas quoi. Je dis, eerie... Enfin, tu vois, un live de 45 minutes, ça ressemble toujours à ça, en fait. C'est pas plus étrange. Je me rappelle quand Adèle elle avait fait des lives sur Instagram, elle passait son temps à pas comprendre comment son téléphone marchait. Enfin, moi, j'ai trouvé ça bouleversant. J'ai trouvé ça magnifique. Donc, merci, Nicolas, de nous avoir donné ce dernier cadeau, de nous avoir exprimé tout ce que tu pensais de cette façon avant qu'on te perde. Alors, Nicholas Brandon.
disparu le 20 mars 2026. Bah, moi, c'est pareil, je l'ai appris, c'était un peu bizarre. J'étais, comme toujours, pareil, dans mon lit. Je me levais dans mon lit, j'ouvre Blue Sky, qui est le réseau social, le gentil Twitter, qui repose le cerveau. Et donc, le premier tweet, c'est un tweet, enfin, j'appelle ça toujours encore des tweets, mais le premier post de Janice Benson, une des scénaristes de Buffy, qui disait oh mon Dieu, c'est terrible, nous venons de perdre, je viens d'apprendre pour Nicolas Brandon. Nous avons perdu donc consécutivement Dawn et Zender. J'aime t'as les imaginer ensemble quelque part. Surtout dans les comics, les personnages sortent ensemble. Et voilà, donc j'étais un peu sonné. En fait, il y a plusieurs choses. Michelle Trachtenberg, malgré le fait qu'elle était malade, malgré le fait qu'elle allait très mal et on le savait, un problème de santé mentale, problème d'addiction, qui ont déclenché le problème de santé, elle était quand même très très jeune et on savait qu'elle tentait d'aller mieux. Elle venait de faire quelques épisodes de Gossip Girl, le reboot quelques mois plus tôt, donc il y avait vraiment une intention d'être tenté de s'en sortir. Donc j'étais vraiment choqué, Michel Trachtenberg, je suis resté totalement ça m'a vraiment vraiment attristé. Je n'ai à peine de commencer la saison 5 à l'époque d'un rewatch en cours. Nicolas Brandon, je m'y attendais malheureusement, comme tu dis, je fais exactement pareil comme toi, la connexion avec Matthew Perry, Chandler dans Friends, en termes des problématiques d'image, d'envie de faire de trop bien faire, d'envie d'être le clown un peu du plateau. Il a souvent dit que c'était compliqué pour lui parce que les gens s'attendaient à ce qu'il soit aussi drôle que Zender, sauf que Zender c'est quand même Joss Whedon et ses scénaristes, et que des fois c'était terrible pour lui de décevoir ses fans, parce que les fans attendaient en convention qu'il soit aussi drôle qu'eux, et que des fois pour être aussi drôle il était peut-être des fois juste un petit peu qu'on fait indélicat, ou faisait un peu les rôles du tonton du tonton relou en soirée, et qu'en fait alors il y avait presque une frustration, et donc voilà, donc tout ça pour dire que j'étais pas surpris en fait, c'était presque ça y est, c'était terrible hein, mais il y avait un côté on l'attendait, et toutes les dernières vidéos que j'avais vues, parce que j'avais voulu regarder quelques vidéos de lui, il allait vraiment mal. C'était il y a peut-être un an ou deux, il n'arrivait même plus à articuler, enfin, ça n'avait plus, mais même plus de cohérence vraiment. C'est pour ça que quand j'ai commencé à avoir des extraits de la dernière vidéo qui parlaient un petit peu, il a dit des choses sur Sarah Michelle Gellar, je me suis dit, moi j'aime bien la source. C'est comme ça qu'il m'a appris ça, toujours voir les sources. Donc, comme ils m'ont dit, il parle de Sarah Michelle Gellar et un peu de Whedon, mais que la façon dont c'était répété sur des forums ou sur des sites me paraissait un peu maladroite. Je me suis dit, en fait, j'ai envie d'avoir moi-même voir la vidéo, en fait, puis c'est sa dernière. Et en fait, j'étais très agréablement surpris, c'est pour ça que je t'avais conseillé de la voir, effectivement, de la cohérence du propos, malgré son état. Voilà, quelqu'un a dit, ce que je peux comprendre, c'est les bonnes questions dites par la mauvaise personne. Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a quelque chose autour, effectivement, il y a eu effectivement des violences conjugales, il y a des gens qui ont été très perturbés par ça, des gens qui font des liens toujours un peu bizarres. Bah oui, mais Joss Whedon, il dit que le personnage qui est le plus proche de lui, c'est Zender. Zender est problématique par certains aspects, on en a déjà parlé dans des précédentes émissions, et l'acteur lui-même est problématique, et que finalement tout se mélange un peu, mais bon, en réalité, les problèmes de Nicolas Brandon ne sont pas liés à Joss Whedon, et comme en plus, effectivement, certains disent, bah oui, mais Nicolas Brandon a été quelque part un peu quelque chose qui tend un peu à l'incel, et que finalement, quand il cherche à décanceller, à réhabiliter Joss Whedon, c'est parce que lui-même cherche à se réhabiliter lui-même, ce qui en vrai est pas faux. On peut comprendre qu'il est lui-même, que l'idée qu'on puisse, peut-être que, voilà, que pour Nicolas Brandon, ce que j'entends aussi pour cette vidéo, c'est si on ne peut pas réhabiliter quelqu'un comme Joss Whedon qui finalement n'aurait pas fait grand chose, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qui pour le coup ait fait des choses avérées, qui est pour le coup vraiment criminel. Mais à ce moment-là, effectivement, c'est une question qui se pose beaucoup la série. Où est la rédemption ? On en reparlera tout à l'heure, mais on parle de Joss Whedon, mais où est la place pour la rédemption ? Voilà. Donc d'un côté, voilà, moi mon attachement à Nicolas Brandon était peut-être moindre avec ces années. Effectivement, pendant la convention, on nous avait demandé à ce qu'on l'interdise de boire un verre, parce qu'il avait des problèmes d'alcool. On a réussi à le faire 90% du temps. À un moment donné, il nous a un peu échappé. Finalement, il a bu une bière ou quelque chose. Et là, il a fait une crise de parano, qui sont les soucis qu'on a eu, où d'un seul coup, il pensait qu'il y avait des problèmes dans son contrat qui n'étaient pas du tout vrais. Et il est parti totalement dans tous les sens. Il a fallu le rassurer. On y allait monter sur cette train de vous allez avoir une super journée de convention sans savoir si on allait avoir Nicolas Brandon ou pas, parce qu'on était en train de négocier, le rassurer. Voilà, donc c'était très particulier. Donc on a subi aussi ses mauvais côtés. Effectivement, il a été c'est quelqu'un naturellement attachant, qui a vécu des choses terribles dans son enfance, qui n'excuse rien. Lui, c'est pas parce qu'il a été abusé sexuellement quand il était petit qu'à un moment donné ça excuse des choses, ça peut les justifier, mais ça les excuse pas. Comme j'ai lu quelque part, on n'est pas responsable de notre trauma d'enfance, on est responsable de ce qu'on en fait à l'âge adulte. Mais voilà, mais ce qui veut dire qu'il y a une complexité autour de ça. Et je dis, Yael, voilà, l'a dit à l'instant, elle fait le deuil de Nicolas Brandon et de Zender. Moi, j'ai envie de dire au moins aux gens qui se posent la question, à la rigueur, faites au moins le deuil de Zender. C'est pas parce que c'est des gens qui se sentaient coupables. Ah, mais j'adorais Zender, mais comme Nicolas Brandon, bah, c'est pas grave. À ce moment-là, le personnage peut vous manquer. Ce que Nicolas Brandon a apporté au personnage pendant le tournage, c'est important. Sa collaboration avec Joss Whedon.
et les scénaristes et voilà et vraiment je trouve que sa dernière vidéo dit beaucoup de choses sur le milieu et en fait certaines personnes autour de moi ont remis en question, je terminerai par ça, certaines personnes autour de moi ont remis en question ce qu'il a dit en disant oui mais est-ce que c'est vraiment cohérent, est-ce que il est tout, est-ce que tout n'est pas d'un délire paranoïaque qui s'invente, mais comme certains éléments qu'il raconte c'est des éléments qu'on sait véridiques, en parlant avec d'autres acteurs de Buffy quand on est un peu dans le fandom, des déclarations réalistes, comme le fait qu'il rappelle que Whedon avait effectivement un autre reboot en cours, bah, je me suis dit, bah, quand même 2-3 éléments qui sont avérés, donc pourquoi est-ce que le reste serait aussi... voilà. Mais en gros, tout ça pour dire que en réalité, je suis assez sonné, parce que même si, enfin, comme il y avait le côté je m'y attendais, je me suis pas autorisé, comme c'est souvent le cas dans ce genre de cas quand quelqu'un est malade pendant longtemps, à être triste. Je pense que ça viendra plus tard. Voilà, à être vraiment triste. Mais en même temps, comme je dis, je suis tombé malade et je me sens et un peu, donc je pense qu'il y a quand même un effet inconscient. Mais après, je dirais juste, en tant que personne qui a une mère qui était dans une série populaire des années 90, et où il y a eu, Dieu sait, les rumeurs et le genre de trucs, moi, il y a rien, mais moi, je ne sais pas, en fait, ce qu'il a dit dans la vidéo que les gens trouvaient incohérent, en fait. Moi, je trouve que, j'ai étudié l'industrie américaine toute ma vie, je trouve que tout ce qu'il a dit, il est clairement saoulé par le fait que Sarah Michelle Gellar a utilisé le casting de Ryan comme objet promotionnel, et franchement, ça se défend d'être saoulé. Et il le nuance, il le contextualise. Enfin, il n'y a rien qu'il dit à son opinion qu'on connaît, que Buffy n'aurait pas dû s'arrêter à ce moment-là. Bon, ça, c'est son opinion, on n'est pas toujours d'accord. Mais il l'avait déjà à l'époque. Il n'y a rien qui dit qui est hors cadre. Enfin, en fait, je ne sais même pas c'est quoi. Parce que les gens imaginent ne pas être cohérents. Enfin, au contraire. Donc, je voudrais que j'arrête de débattre. Donc, un peu de contexte rapidement. Il y a quelques semaines, les acteurs de Firefly, tous les acteurs de Firefly, l'intégralité du casting, sauf le comédien décédé, évidemment. Shepard Book, voilà. dont je vais le nom. Se réunissent pour faire la promo de Funko Pop. Donc les gens se disaient, oh tiens, il y a un projet autour de Funko Pop. Baldwin n'était pas à la promo, mais il était dans les vidéos. C'est vrai, mais ça, donc voilà. Non, mais d'abord, il y a d'abord ce rassemblement. On se dit, ah tiens, c'est marrant, tout le casting se réunit pour des Funko Pop. C'est un peu surprenant pour un produit qui reste un peu de niche, qui est en plus en popularité. Tout le casting se retrouve. Ça commence à me mettre la puce à l'oreille, tiens, peut-être qu'il se passe quelque chose. Derrière, effectivement, Nathan Fillion publie sur ses profils de réseaux sociaux des vidéos. Il va à la porte de chacun des acteurs de Firefly où il leur dit. En fait, ça dépend, mais c'est en gros, il dit rien. Et il s'ouvre la porte et la plupart ils disent. En général, il dit it's time. Non, d'abord ils disent. C'est ça. Après, chaque vidéo est un peu différente. Moi, la première que j'ai vue, c'était la personne qui ouvre la porte qui dit Is it time? C'est le moment. Il dit It's time. Oui, c'est le moment. Et c'est un peu une variation sur ça, mais du coup, c'est de côté que même juste, sans dire bonjour, juste la présence veut dire quelque chose. Et effectivement, Adam Baldwin n'était pas à la convention, mais du coup, quand il y a eu la vidéo avec Adam Baldwin, on a fait ah, même lui, il est dans le coup en fait. Donc voilà, donc il y avait vraiment tout le monde, donc tout le monde s'est demandé qu'est-ce que c'est. Certains m'ont dit bah c'est peut-être juste une convention, une réunion comme ils font souvent au palais, festival, où on reparle de la série, on la redécortique, mais voilà, il y a eu plein de choses. C'était quand même, apparemment tout le casting est vraiment, même G. Wellstead qui était. C'était tous les 2 jours, il y avait une vidéo, ça faisait monter la sauce et tout. Mais avec mais à la fois, en même temps, c'est surprenant parce que tous ces acteurs maintenant font des grandes carrières, hein, Morena Baccarin, Gina Torres, ils ont tous beaucoup des carrières de grandes stars maintenant à la télévision, pour principalement évidemment Nathan Fillion qui a enchaîné d'abord Castle puis The Rookie. Et donc on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Et donc ils ont petit à petit éliminé en disant non mais ce n'est pas une simple convention, ce n'est pas une simple réunion, ce n'est pas un comics, il restait plus grand chose à part une série live ou une série animée. Et effectivement ils ont révélé lors d'une convention, c'est bien une série animée, mais qui n'est pas pour l'instant en production, ils ont juste eux-mêmes rassemblé les talents, des scénaristes également, pour faire en sorte que la série voit le jour, et ils sont en train de la pitcher pour essayer de la vendre exactement comme la série Buffy, mais en précisant bien, puisqu'on sait que les acteurs de Firefly sont encore en contact avec Joss Whedon, régulièrement c'est les seuls qui défendent discrètement lors de podcasts Joss Whedon, Alan Tudyk, Nathan Fillion, beaucoup pour dire que c'est toujours très bien passé avec lui sur Firefly, mais qu'en plus ils aimeraient bien retravailler avec lui parce qu'ils estiment que c'était un plaisir de retravailler avec lui. Et donc ils disent simplement qu'ils ont, l'expression anglaise, his blessing, sa bénédiction. Qu'ils ont la bénédiction de Joss Whedon. Qu'ils ont la bénédiction de Joss Whedon, et donc pour faire ce nouveau Firefly. Évidemment. Et en plus, le lendemain de l'annulation du reboot sur Hulu, hein, ils ont fait l'annonce. Donc c'était aussi. Les montagnes russes d'émotions. Puis on a passé 24 heures à dire peut-être que c'est parce que Joss fait un comeback. Voilà, exactement. Donc on n'est pas Firefly Slays, je sais pas où on en est, mais de Firefly d'année. Mais voilà. 24 ans.
24 ans. L'idée, c'est donc d'utiliser l'idée que Firefly revient sans Joss Whedon, mais bien pour faire prendre un peu la température, même si on a déjà bien senti au niveau d'IA où est-ce qu'on en était. Et bien un peu, où est-ce que tu en es sur ta réflexion et bien sur Joss Whedon et la cancel culture qui entoure tout le discours autour de lui actuellement. Donc effectivement, moi, du coup, ils annoncent Firefly et ils m'expliquent que Mark Guggenheim et je sais pas qui autre a écrit le projet. Et en fait, je m'en fous. Je m'en fous. Mais surtout que... oui, je m'en fous. Je m'en fous de Firefly sans Joss, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a à dire avec Firefly. C'est très intéressant, ce truc de... En fait, c'est très intéressant parce que il y a vraiment ce truc de... Il y a des auteurs qui sont des très bons auteurs, qui font des bons films, qui font des bonnes séries, mais qui sont pas des prophètes. Et donc, au-delà de la qualité morale, une fois de plus, de Joss, sa parole est une parole de prophète. C'est-à-dire que, dans le sens large du terme, pour moi, les prophètes, c'est David Bowie, c'est Virginia Woolf, c'est Taylor Swift, of course. Mais c'est des gens qui, en faisant leur art, et souvent, d'ailleurs, du coup, tous ces personnes-là sont des personnes qui ont des réputations pour être difficiles, mais qui ont aussi mais en réalité... Bon, Taylor Swift, moins pour le coup, ironiquement, on tous sont les plus proches, mais qui sont aussi des gens qui sont clairement hyper perfectionnistes et hyper dans le délire de comment réussir à faire le truc pour que ça ait le sens que j'essaie de lui donner. Et donc, du coup, c'est une parole précieuse et donc rare, et donc voilà, elle nous manque. La conversation sur la cancel culture, alors, clairement, ce n'est pas... Il y a une raison pour laquelle j'ai jamais écrit l'article que je pense écrire depuis des années, qui est « I'm tired of this bullshit about Joss Whedon », en anglais. Et il y a aussi une raison pour laquelle mon Buffy podcast, que j'essaie de faire depuis des années, depuis genre 7 ans, n'a que 3 épisodes pour l'instant. C'est parce que je pense que clairement, le monde n'est pas prêt à avoir cette conversation. Donc, je ne peux pas en reprocher au monde de ne pas être prêt. Moi, c'est juste que moi, j'en peux plus et ça m'énerve. Par contre, j'ai écrit un truc un peu là-dessus sur Threads. Et d'ailleurs, là, quelqu'un m'a répondu en disant, en fait, moi, je suis upset du fait qu'il y ait une espèce d'amalgame immédiat avec Joss Whedon est un monstre toxique. Et je trouve qu'il y a des... Enfin, en fait, alors, au-delà du fait que je trouve que la non-conversation est toxique pour la conversation de questions d'égalité, de justice sociale, en général, genre, faut rentrer dans le détail et la nuance pour comprendre qu'est-ce qui est toxique, comment ça a marché, comment le mécanisme, comment le système. Sinon, en fait, on ne peut rien changer. Il y a ce truc que je disais sur... que tout le monde n'est pas tout blanc, tout le monde n'est pas tout noir, sur comment ça s'est passé sur le plateau de Buffy, tu vois, donc voilà. Et en fait, j'ai réalisé... Mais du coup, j'ai fait un deep dive que j'avais pas fait depuis très longtemps, comme je le disais, et en fait, le truc qui m'upset le plus dans cette conversation, c'est qu'en fait, c'est une conversation... Alors, en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est vraiment ce qu'on reproche aux gens qui défendent les droits, notamment des femmes, mais pas que, les droits des victimes et survivantes d'agressions sexuelles, c'est que une des armes qu'on a utilisées, c'est de nous accuser d'être puritains. Sauf que, pour le coup, je trouve que là, on est dans du puritanisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un amalgame entre ce qui apparaît, ce que justement Nicolas Whedon appelle des transgressions, ce qui apparaît avoir été des comportements pas très sympas et pas très cool dans les relations qu'il avait avec des femmes avec qui il avait aussi des relations sexuelles, qui sont assimilées à de l'abus et de l'abus, de la coercion et un comportement de prédateur. Et en fait, je suis désolée, mais ce sont des choses différentes. Un comportement prédateur veut dire, même chez un mec charmant, un type de comportement prédateur veut dire quelque chose de particulier. Là, on part du principe que c'est prédateur juste à partir du moment où la nana a 20 ans de moins. Ou même moins de 20 ans de moins. Et sauf que la réalité, c'est que je suis désolée, mais look at the world. Enfin, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je comprends que ce soit bien d'avoir une prise de conscience. Enfin, je suis d'accord avec la prise de conscience de... En fait, ça devrait peut-être pas être la norme. Sauf qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui existe énormément dans le monde. Donc, à un moment, il faut arrêter de faire semblant que c'est quelque chose qui sous-entend automatiquement de l'abus. Donc, ce qui est clair, mais en fait, c'est encore pire que tout le reste. C'est que du coup, ça parle de cul, en fait.
ça parle de sexualité, ça parle d'intimité. Et du coup, c'est vraiment pas une conversation qu'on est prêt à avoir. Donc je ne sais pas par où on va passer. Moi, j'espère qu'un jour, ce sera le Whedon Silkovich, le Hitchcock Truffaut moderne, qui va permettre de changer la conversation. Voilà, c'est bon, j'ai fini, j'ai plus rien à dire. Je tiens à dire que quelqu'un de très proche de David m'a suggéré ça un jour, alors que j'y avais déjà pensé. Et franchement, ce jour-là, j'ai dit là, oh my god, j'adore que cette idée existe dans la tête de quelqu'un d'autre. Je dis, mais tu devrais un jour écrire, comme Truffaut il a fait avec Hitchcock, tu devrais écrire un bouquin sur des entretiens avec William. Donc, Joss, let's talk. Mais en plus, juste, je suis pas en train de dire il est parfait, c'est un saint. Moi, j'ai jamais pensé ça, hein. Mais oui, il y a plein de conversations qui... On n'est pas prêt. Donne-nous ta version fraîche, où on en est, selon toi, de la question Whedon dans le monde, éclairé par la situation de Firefly, que même les gens de Firefly, ils peuvent pas bosser avec Whedon. Ah oui, que des gens qui ont envie de bosser avec lui n'arrivent pas à le ramener, ça montre effectivement quelque chose. Alors ça, j'ai pris pas mal de notes, donc je vais pas mal les consulter, parce que je pense qu'il faut être très précis. La première chose, évidemment, c'est que ça m'a rendu triste. Toi et moi, on était tout excités de dire peut-être, faut être honnête, que Whedon va revenir, que ça va être le moment de commencer à le désannuler, qu'il puisse commencer à retravailler. Peut-être que c'est un sentiment, je commençais par ça personnellement, peut-être que c'est un sentiment égoïste. Si on part de l'idée qu'il a vraiment fait des choses terribles, qui n'est pas notre avis, mais effectivement, déjà égoïstement, on a juste envie, dans ce monde actuel de guerre, d'oppression aux États-Unis et dans le monde, sa voix a toujours été un guide qui m'a fait du bien. Voilà, comme je disais tout à l'heure, si on est l'enfant de parents divorcés, bah moi papa m'a jamais rien fait, donc j'ai juste envie qu'il continue à s'occuper de moi. Et c'est un peu c'est pour ça que très égoïstement, d'abord, c'est important de le dire, j'ai juste envie que Whedon retravaille. Moi, The Nevers m'a apporté énormément de plaisir, et j'ai envie de continuer à ressentir ce plaisir dans d'autres œuvres qu'il fait, et puis du plaisir, du refuge, d'une réflexion sur la question éthique, humaine, philosophique, surtout particulièrement en ce moment. Donc voilà, ça c'est la première chose. Mais le sentiment que j'ai, en fait, j'ai été sur beaucoup de forums pour voir un peu où est-ce qu'on en était sur la réflexion. Alors déjà, c'est intéressant, c'est qu'il y a un article qui est sorti il y a quelques jours sur un site que je mettrai en lien sur, essayer de... Quelqu'un qui dit j'en ai marre que Joss Whedon soit cancel, et à un moment donné, de quoi on parle vraiment, et qui a fait une comparaison entre Polanski, Weinstein, Woody Allen et Joss Whedon en disant voilà, là il y a des vrais crimes, et là on parle de quelqu'un qui juste était autoritaire et ferme sur des tournages, et qui d'un côté avait une sexualité un peu débridée. Donc voilà de quoi on parle, à quel moment on peut justifier du fait qu'on peut le cancel. Avec une comparaison avec James Cameron. Oui, il y a James Cameron aussi qui était hystérique aussi sur les tournages, qui est connu pour ça, et voilà. La chose importante pour moi, c'est qu'en fait je pense que c'est pourquoi on est tous, entre guillemets, aussi énervés contre Joss Whedon pour ceux qu'ils sont, c'est en fait, je pense que ce qui est important, c'est le sentiment de trahison. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a été très violent pour plein de gens et qui était inattendu venant de lui, que je pense que beaucoup de gens... D'un côté, il y a soit les gens qui ont vu la série comme quelque chose de très complexe, où il y a quand même une noirceur, Angel, Spike, Buffy, Willow, tous à un moment donné traversent une noirceur terrible, donc on pouvait s'attendre à ce que les auteurs derrière soient similaires. Mais pour beaucoup de gens, il y avait Joss Whedon sur un piédestal, cet homme progressiste, féministe, on dirait maintenant woke, qui a su mettre les femmes sur un piédestal et finalement réparer beaucoup de choses. Et je pense que le problème, c'est que beaucoup de fans de Buffy, moi inclus, peut-être toi aussi, sont des gens qui ont des traumas et des névroses, et des gens qui ont des traumas et des névroses liés aux hommes. Et donc, quand on voit une série comme Buffy qui nous répare, qui nous fait du bien, qui nous permet de, quelque part, nous soigner, et bien à partir du moment où on apprend que l'auteur aurait fait un certain nombre de choses, qui en plus sont pas très claires, encore une fois, pareil, il y a beaucoup de confusion aussi, parce que les déclarations de Sarah Michelle Gellar ou de Michel Trachtenberg n'ont jamais été claires, même si depuis on a appris que c'était plutôt de l'hystérie sur le tournage, et qu'à aucun moment il n'y a aucun abus physique ou problématique, comme on a pu l'imaginer, sexuel ou autre. Ça a été confirmé par des gens de l'équipe, par certains articles que vous pourrez trouver en ligne. Les sources sont toujours consultées, les sources quand vous avez un doute, et les sources qui ne sont pas évidemment des Reddit ou des forums, les sources, les journalistes qui essaient d'être à peu près honnêtes. Vraiment, ça qui est important, c'est le sentiment de trahison par rapport, en plus, au fait que les gens qui ont élevé la voix, c'est d'abord Christina Carpenter qui est une femme, c'est Sarah Michelle Gellar qui est une femme, c'est Michel Trachtenberg qui est une femme également, Ray Fisher sur Justice League, Cyborg qui est un homme noir, Gal Gadot qui est une femme. Donc ça a créé un sentiment de trahison, de cet homme progressiste ne l'est en fait peut-être pas. Et je pense que plein de gens traumatisés et soignés par Buffy ont d'un seul coup, eu un sentiment de trahison, deux, ont projeté sur Charisma et Sarah
nos propres névroses et traumas qui sont peut-être pas réglés ou en cours ou encore traumatiques ou peut-être encore en train d'être vécus malheureusement pour certaines personnes et qu'on se dit en fait je t'accompagne, je te soutiens, je te comprends et en fait le problème c'est qu'à ce moment c'est une réaction émotionnelle et les réactions émotionnelles sont très justes et légitimes mais non, c'est pour ça que la justice existe même si elle fait pas toujours bien son boulot, c'est qu'en fait il n'y a plus aucune neutralité et plus aucune nuance. C'est-à-dire que moi mon problème en ce moment c'est que toutes les réflexions, comme tu disais, pour moi c'est qu'on peut pas combattre l'oppression par l'oppression. Et que ce qu'on reproche aux partis traditionnalistes et conservateurs de n'avoir aucune réflexion sur la réalité des choses et juste rester dans leur position, ah non, c'est comme si c'est comme ça, non, les personnes LGBT, les personnes de couleur, les femmes, etc. Et là, en fait, il y a moi je suis très woke, mais je suis pas très cancel culture, à part quelques exceptions, bien sûr que j'ai envie que Harvey Weinstein ou Donald Trump finissent en tôle, voire pire, mais le truc c'est qu'à un moment donné, si on n'a plus de nuances, si on ne réfléchit pas aux choses et qu'on a juste une réaction émotionnelle, ah non, c'est tous des sales cons, moi j'ai des gens qui m'ont bloqué sur Blue Sky, alors parce que j'avais une réflexion mais tout à fait apaisée et des discussions vraiment dans le respect et la compréhension de l'autre sur Joss Whedon, et des gens non, Whedon je veux pas en entendre parler parce qu'en fait c'est juste une réaction épidermique de ça me rappelle un de mes sentiments à moi de trauma ou de névrose, et ce qui fait que évidemment je ne veux pas y aller parce qu'en fait ça s'associe quelque chose de très personnel et très intime. Tellement de choses à dire. Mais oui, tu as tout à fait raison. Ça me donne envie de préciser un truc. Je triche. On a beaucoup reproché à Joss Whedon de s'être fait passer pour le plus grand féministe de tous les temps. Non. Toutes les fois où il a parlé. Non, mais en fait, c'était systématique. Il l'a fait dans le taxi avec moi. Je ne suis pas un activiste. Je ne fais pas grand-chose. C'est juste normal. Tout le monde devrait faire le minimum syndical que je fais. Je ne suis pas un modèle. Je ne suis pas exemplaire. Il m'a littéralement dit ça à moi plus tard dans la même soirée en me disant que à un moment j'ai dit un truc sur j'essaie d'arrêter d'être déçue par les hommes et il dit oui c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est quand même awful. Il a dit we are awful. On est terrible. Donc et il le disait un peu sur le ton de la blague, mais pas que. Donc, je veux dire, non, il ne s'est jamais érigé en saint, en féministe. Ce piédestal, il a essayé de s'en débarrasser toute sa carrière. Donc, non, c'est une certaine raison par rapport à la mythologie qu'on a créée. Mais c'est pas... Voilà, pardon. I'm pissed. C'est vraiment, en plus, pas de bol en termes de timing. C'est sorti en plein confinement, en pleine pandémie. La plupart des gens ne faisaient rien, on s'ennuyait et on avait tous un peu besoin de divertissement. Je pense que ça a fait que les gens qui sont beaucoup plus intéressés ont passé beaucoup plus de temps à y penser que si c'était sorti 6 mois plus tôt ou 6 mois plus tard. Et ensuite, je pense également que moi, je suis très, très grand fan de Zack Snyder, j'adore tout ce qui est Zack Snyder, mais on sait qu'il y a beaucoup de femmes très masculinistes qui reconnaissent en Superman et tous ces hommes très baraqués, très musclés, une version de l'homme très viril, justement pour le coup il y a des fans limite incel, et je pense que pareil que maintenant il y a une autoroute géniale pour passer son temps à bousculer Whedon qui justement fait des personnages féminins forts, et que malheureusement une partie on parle des fois de fandom toxique, et je pense que souvent les gens qui critiquent Joss Whedon sur les réseaux sociaux sont beaucoup de fans ou d'anciens fans de Zack Snyder, ce que je trouve très triste parce que moi encore une fois j'adore Zack Snyder, j'adore ce qu'il fait, j'adore ses personnages et son univers, et je pense que ça a aussi beaucoup cultivé et nourri les trolls qui parlent beaucoup de tout ça. Après, il y a tout un discours toxique, négatif sur Tarantino depuis toujours, comme s'il était misogyne, raciste et tout. Le mec, il fait que des films sur des meufs et des noirs. Donc, cette idée du white savior, male savior, en fait, c'est ceux qu'on tape en premier. Hein. Ceux qui sont dans le milieu, en fait. Ceux qui sont du bon côté de l'histoire, mais qui ont du privilège, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et là, quand je dis l'erreur, c'est aussi ce qu'on projette. Mais en fait, le problème de cette conversation, une fois de plus, c'est qu'elle n'a pas lieu. C'est que si il y a des gens qui me répondent des fois sur les réseaux sociaux et qui me disent oui, mais il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. À la limite, même si je suis pas toujours d'accord avec l'interprétation des faits, ok, au moins ils ont réfléchi à la question. Mais très souvent, il y a un côté de blanket statement par rapport à une vision un peu d'épouvante qui est pas connectée à une réalité et qui du coup et surtout on mélange tout quoi. Non, c'est des questions sur lesquelles on a effectivement beaucoup de mal actuellement à avoir du dialogue parce qu'il y a trop d'enjeux. Je pense qu'en réalité, on a des raisons différentes d'avoir du mal aujourd'hui, mais en réalité, en général, on ne sait pas parler de sexualité de façon saine. On n'a jamais su parler de sexualité de façon saine pour plein de raisons différentes. Donc du coup,
Je pense pas que c'est lié. Enfin, tu vois, je pense que ça aurait été un blocage à un autre moment aussi. Après, les gens s'y parlent beaucoup du côté hystérique et du côté. Enfin, beaucoup du côté hystérique. Déjà, je pense que pour moi, c'est autoritaire, colérique, c'est pas hystérique, c'est pas la même chose. C'est ça qui est Oui, mais interprété. bah, moi, je trouve que ça aussi. J'ai envie de dire aussi, toutes les séries qui ont un peu révolutionnaires de la fin des années 90, début des années 2000, qui étaient encore tournées sur pellicule en partie, avaient des heures beaucoup trop longues et tout le monde galérait. Après, beaucoup de ces autres séries étaient avec des acteurs qui avaient beaucoup plus d'expérience. C'était pas leur first jobs. Donc ils étaient au courant de comment ça se passait. Ils avaient conscience de la différence entre ce qu'ils étaient en train de faire par rapport à tout ce qu'ils avaient fait avant. Je pense à The West Wing en particulier, qui était une série qui se tournait pendant des heures où il dépassait largement les 100. On était avec des gens qui avaient tous 20-30 ans de carrière et ils voyaient bien la différence que c'était d'être sur The West Wing par rapport à ce qu'ils avaient fait avant. Donc je pense qu'il y a aussi l'idée que faut le rentrer dans le contexte aussi, tu vois. Et je parle une fois de plus, le côté colérique. Mais justement, je terminerai là-dessus. Et c'est la question que je vous pose à vous qui nous regardez maintenant depuis 10 ans. C'est, imaginons que une partie de ce qui est interprété soit juste, que l'interprétation de certaines choses que vous faites. Avant que tu dises ça, je veux préciser, je pense que moi, du coup, parce que j'ai tellement l'impression qu'il y a une non-conversation, j'arrive pas à y réfléchir aussi de façon apaisée comme ça en me disant ah oui, mais c'est vrai que ça et tout, parce que en fait, je focalise toute mon énergie sur le fait d'argumenter contre les trucs qui me semblent absurdes. Du coup, j'ai pas le temps d'avoir une vraie conversation non plus sur tous les côtés toxiques et problématiques de ce que tu dis. Mais justement, s'il y a vraiment eu un comportement toxique de Joss Whedon sur les tournages, sans qu'on parle de rien de criminel ou voilà, après c'est intéressant aussi où est-ce qu'on met notre curseur personnel sur la question de l'abus, ce qui peut être une question très large et très complexe. Ce qui, pour moi, et je conclurai là-dessus, c'est à quel moment Joss Whedon a-t-il le droit à une rédemption? Y a-t-il de l'espace pour sa rédemption? A-t-on envie? Qu'est-ce qu'on lui propose? À quel moment on lui tend la main? À quel moment eh bien, comme une peine de prison, finalement, à quel moment les spectateurs peuvent dire, bah voilà, il a payé sa peine, à quel moment peut-il revenir et prouver, parce que c'est ça qui est important, prouver si les faits sont avérés, qu'il a changé, parce que le problème c'est qu'en le mettant à l'écart, il n'y a aucune place, évidemment, pour la réparation, aussi bien pour les victimes que pour lui. Après, The Nevers semble montrer que tous les gens qui ont participé à The Nevers racontent que l'expérience est extrêmement positive avec lui, notamment de sa douceur. Donc, pour le coup, The Nevers est déjà la preuve qu'il l'avait changé. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de où est la rédemption. Je pense que surtout, où est l'humilité dans nos regards. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'arrogance dans la façon dont on juge des comportements de gens qui sont dans des situations radicalement différentes des nôtres. Il y a un grand espace entre la permissivité et la compassion sur les circonstances et le contexte. Et effectivement, je pense que c'est facile de dire ah bah faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut faire ci, faut faire ça. La réalité du management, de la pression, de la création artistique est quand même très difficile. Ça veut pas dire que tout doit mal se passer pour que les choses soient bien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en fait, justement, il y a une marge et une nuance. Et du coup, effectivement, quand est-ce qu'on est prêt à avoir cette conversation-là et à réfléchir à ça et voir aussi c'est quoi du coup nos critères. Du coup, si on décide que c'est insupportable de parler de Joss Whedon, en fait, surtout comment on arrive à aimer Buffy sans aimer Joss Whedon, moi je comprends pas aussi. Donc on va reprendre avec le reboot de Buffy. Et en ce qui concerne vraiment l'annulation à proprement parler du reboot, ça a été quand même très documenté. Un producteur d'Hulu, en gros, au bout d'un an, qui n'était pas très intéressé dans Buffy, a dit on n'y va pas. Après, je trouve que voilà, tant qu'on n'aura pas vu le pilote qu'ils ont tourné, que Chloé Zhao a tourné avec les sœurs Zuckerman, je pense que c'est difficile de juger. Est-ce que Hulu a bien fait et a protégé une licence malgré le talent de Chloé Zhao, malgré le talent des sœurs Zuckerman? Est-ce que finalement ça matchait pas avec Buffy entre elles? Surtout que j'imagine que Hulu avait vraiment envie d'y aller puisque c'est Chloé Zhao qui a fait revenir Sarah Michelle Gellar, alors que jusque-là elle avait toujours refusé, donc je pense qu'il y avait vraiment un désir d'y aller quasiment coûte que coûte. Donc ça peut faire dire que peut-être que ce pilote était quand même pas à la hauteur. Donc on saura jamais vraiment. Pour se faire une idée, il faut vraiment voir à quoi ressemblait le résultat tourné. Ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce que c'est un producteur totalement à côté de la plaque, qui n'y connaît rien à Buffy, qui n'y comprend rien et qui voulait juste pas s'investir? C'est possible aussi. Donc à voir. La seule chose qui moi me paraît aberrant, c'est le fait qu'il n'ait pas lu le scénario, puisque en regardant le pilote tourner, c'est là qu'ils ont découvert que le personnage de Buffy et Sarah Michelle Gellar n'y était qu'à la fin, avec une présence très réduite
de quelques minutes pendant la conclusion de l'épisode. Donc je me dis, à un moment donné, quand tu mets autant d'argent dans le tournage d'un pilote, tu prends quand même, je pense, le temps normalement de le lire. C'est comme ça que c'est censé se passer. Donc là, j'imagine que personne ne l'a fait. Donc ça montre déjà qu'il y a quand même quelques petits soucis dans le processus de production de ce reboot. Moi, une des choses que j'ai lues, mais la source c'est pas très clair, donc je peux pas assurer que c'était vraiment ça, mais que les deux raisons pour lesquelles Sarah Michelle Gellar était revenue, c'était d'abord parce qu'elle était heureuse de faire une passation de pouvoir et d'être un peu la formatrice, l'exemple, la mentor pour une nouvelle tueuse, et que surtout soit d'une femme à une autre femme, comme une de mes scènes préférées des films Wonder Woman de Patty Jenkins, où on a une Amazone qui entraîne Wonder Woman jeune. Le premier qui est génial. Voilà, j'avais trouvé que c'était un très beau moment, j'avais presque les larmes aux yeux parce que c'était une scène qu'on voit très peu à l'écran, c'est souvent des hommes qui entraînent des femmes à devenir également des warriors et des badass, mais ça passe par le masculin, alors que là ça passait par le féminin et j'avais trouvé ça extraordinaire. J'avais vraiment quasiment les larmes aux yeux au cinéma et ça c'est quelque chose qu'apparemment a beaucoup plu Sarah Michelle Gellar et qu'elle voulait faire et que j'aurais bien aimé voir. Mais à l'inverse, ce qu'il fait aussi, c'est qu'elle voulait que ce soit une passation un peu définitive et que c'était un peu une façon de dire on va faire une Buffy 2.0 pour la nouvelle génération, puisqu'elle devait apparemment, encore une fois, je ne suis pas sûr de la source, mourir à la fin de la saison 1, définitivement cette fois-ci, jamais 203, en se sacrifiant de façon magnifique, mais en passant le pouvoir à La troisième, c'est la bonne, tu veux cette dire. tueuse, voilà ça. Et donc, ouais, ça pour le coup, ça me dérangeait plus, parce que voilà, c'est aussi ça qu'il a Mais fait. ce truc de. Je suis désolée, hein, mais c'est tellement un truc récurrent. Véronica Mars. Ouais, mais Harrison Ford, mais le côté, mais bon, Harrison Ford, c'est un vieux monsieur, ouais. C'est un vieux monsieur, donc ok. Mais ce truc, on va faire revenir les personnages pour les tuer. En fait, laissez-nous nos personnages. Laissez-nous imaginer qu'ils peuvent vivre très vieux et avoir une vie très bien. Pourquoi on va vous rendre votre personnage. Bon, mais juste pour que vous puissiez le regarder mourir. Non mais. Là, l'idée, c'est que vraiment, Sarah Michelle Gellar disait, comme ça, au moins, ça me permet qu'on arrête. On s'en fout, Sarah. On s'en fout des qu'on arrête de me poser la question, quand est-ce que tu vas revenir, quand est-ce que tu vas revenir. Au moins, c'était, je suis revenu, j'ai passé le flambeau. Maintenant, on passe à autre chose. Une fois de plus, I don't care. Je m'en fous des problèmes de Sarah. Donc voilà, donc ça évidemment c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis content que le reboot ne se soit pas fait. Et autre chose intéressante, tu disais, mais où sont les autres scénaristes de Buffy? Où est Martin Oxon, Jane Espenson et tous les autres? Alors certains ont des carrières. Martin Oxon, c'est bon, elle peut rester là où elle est, il n'y a pas de souci. Tu l'as rencontrée, c'est très bien passé. Mais c'est pas ça, c'est pas la question. C'est peut être quelqu'un de très remarquable et d'intéressant et de gentil. Moi, je trouve que tous les épisodes de Marty, je m'en rends compte encore plus. Je suis pas super fan de la façon dont elle écrit Buffy en fait. Je suis pas super fan dans la façon dont elle parle de choses qui sont sensibles, qui sont... Enfin, je veux dire, ça aussi, c'est le truc. Alors qu'au contraire, ça avait plutôt fait la paix avec Martin Oxon, avec l'âge et... Mais oui, mais là, en revoyant, là, je suis en train de faire tout un rewatch. Je me suis arrêtée juste avant un de mes préférés, qui est Intervention. Donc, je suis à Forever. Donc, la maman de Buffy vient de mourir. Et franchement, déjà, il n'y a pas une fois où je me suis dit Xander est problématique. Donc, ça, il faut vraiment qu'on en parle. Un jour. Mais moi, les épisodes de Martin Oxon, il y en a plusieurs où je tique sur l'épisode parce que je trouve que j'explore mon trauma psychosexuel chelou sans vraiment me dire quelque chose avec. C'est ce que j'appelle le jeu gratte la plaie. Et du coup, j'aurais pas eu envie que ce soit elle qui soit. Et d'ailleurs, quand Sarah Michelle Gellar se plaint de la saison 6, c'est la saison de Marty. Donc, Mais moi, maintenant, je l'aime. Je l'ai pas aimé pendant très longtemps et maintenant, j'avoue. Non, mais moi, j'ai adoré plein de choses de la saison 6. Mais ce que je veux dire, c'est que ce truc de. Du coup, moi, je suis pas sûre que. Enfin, tu vois, Marty sans la mesure de Joss. Et puis, pareil, les autres trucs qu'elle a fait, je les ai regardés. Ce qui est intéressant, de toute façon, je pense qu'il de toute façon, il voulait pas revenir. Encore une fois, sur le côté, nous, on n'a pas de problème avec Joss, c'est qu'en fait, la plupart ne veulent pas. Je pense qu'on leur a proposé. Ils ont conscience. On leur a proposé de revenir, je pense, sur Buffy, mais quand on les ont dit non. Marty, on ne l'a pas proposé, elle l'a dit clairement. Elle a dit sur Blue Sky, on m'a pas proposé de revenir, mais si on me proposait, je ne reviendrai pas. Je suis très heureuse de ce qu'on a fait, je suis très fier de ce qu'on a fait, mais je ne reviendrai pas, souvent aussi pour son temps, parce que je sais que de toute façon, Whedon, Joss ne serait pas impliqué. Et voilà, je sais que Jane Espenson a travaillé encore très récemment avec Joss sur The Nevers, donc ça date d'il y a 2 ans, 2-3 ans. Et tous les autres scénaristes disaient encore, non, j'étais très content de travailler avec. Donc je pense qu'il y avait cette idée que de toute façon, eux qui sont encore en très bon terme avec Joss Whedon et qui Felicia Day a encore dit il y a quelques jours en une convention, elle a dit Joss Whedon est mon mentor, c'est quelqu'un de très important pour moi. Le discours autour de lui est devenu très compliqué et c'est une situation très complexe. Il sera toujours mon ami. Et voilà, exactement. Donc à un moment donné, mais ce qui montre que je pense que c'est aussi pour ça que ce nouveau Buffy ne bénéficiait pas effectivement des voix, comme tu disais, de Buffy, parce que je pense qu'ils veulent pas justement par la trahison,
ils ne veulent pas le trahir. Non, et puis je pense que surtout, parce que moi j'ai écouté quand même plein de podcasts où il y avait des auteurs qui étaient invités, The Writers Panel, qui est mon podcast préféré de scénaristes. Donc le mec est super fan de Buffy, il y a eu plein de gens, notamment Espenson, plein de fois, mais plein d'autres. Zach Whedon, Jed Whedon, enfin plein de gens sont passés par ce podcast. Et tous les gens parlent de trahir. Il y a un spécial Mutant et demi où c'est que des gens de la Writers Room de Buffy, et ils racontent, on passait 2 heures à se prendre la tête, on faisait un truc, machin, et là Joss arrivait, et il regardait le truc, il faisait clic, 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 et là il faisait oh putain, mais on est trop con. Alors en plus c'est rigolo parce que tu sens, c'est très The Nevers, tous les autres personnages comment ils sentent par rapport à Amaliel, ça s'appelle, je crois. Moi je pense que c'est ça aussi le problème de Joss, c'est que moi j'aurais envie de le dire, non mais Joss, si vous lui avez demandé, il vous aurait dit, je ne pouvais pas voir ce truc aussi vite si vous n'aviez pas passé 2 heures à vous prendre la tête. Et Joss était la première personne à avoir conscience, c'est la première personne à en parler, de bénéficier de la diversité des voix et des opinions et des regards et des ressentis de son staff, mais eux-mêmes, Jen Spencer, j'écoutais un podcast, un truc l'autre jour, et puis même dans les audio commentaries, ils passent leur temps à parler de comment Joss arrive et de faire le truc de, on a tous, à chaque fois quelqu'un vient nous voir en nous disant j'adore cette blague de ton épisode, tu peux être sûr que c'est un truc que en fait c'était Joss qui l'avait écrit. Oui, moi en convention, je suis toujours très content de dire, les quelques fois où j'ai pu rencontrer des scénaristes, oh j'ai adoré quand t'as écrit cette scène dans l'épisode, ah mais ça c'était Joss. J'ai dit à Martin Oxon, ah j'ai beaucoup aimé la scène du fou rire entre Buffy et Giles à la fin de la saison 6, c'est un moment effectivement cathartique pour tout le monde, en même temps très naturel, qui fait du bien cette saison-là. Et elle a dit ouais mais en fait l'écriture et la réalisation c'est Joss en fait. Il y a plein de scènes qu'on aime bien par-ci par-là où en fait c'est Joss. La dernière scène de l'épisode 2 de la saison 7, dans l'église où Spike fait son coming out, qu'il a son âme, bah pareil, cette scène-là qui est magnifiquement bien filmée dans un épisode, qui est un peu sous-éclairé, un peu bizarre, avec l'espèce de monstre dans la terre, etc., qui est peut-être pas en termes de réalisation le mieux réalisé, ni vraiment tout à fait le mieux écrit. D'un seul coup, il y a cette scène-là, et il a dit pareil, bah en fait, c'est James Masters qui a dit, en fait, on l'avait tournée, elle était écrite, on l'avait tournée, un vendredi à midi, Whedon regarde les scènes, regarde les rushs, il dit, bah en fait, ça va pas du tout, et en fait, il a tout réécrit en l'espace de quelques minutes, et ils ont retourné l'intégralité de la scène. Alors évidemment, ça fait partie d'un peu de ce qu'on lui critique, ils l'ont retourné jusqu'à le samedi matin, 4h du matin, pour que la scène soit prête, mais en même temps, eh bien, le résultat est là. Et ce qui est intéressant, c'est que James Masters, il a fait 2 fois le podcast de Michael Rosenbaum, et Malcolm Rosenbaum, par rapport à la mythologie cancel culture de Whedon, a toujours été très rentre-dedans sur Whedon, et en fait, James Masters a toujours dit, oui, mais en fait, oui, il avait du caractère, mais c'est toujours au service du plateau, au service de son génie, et lui dit, littéralement, James Masters l'exprime à demi-mot, parce que c'est compliqué de le dire en ce moment, mais comme on dit, le dialogue est encore compliqué sur ces questions-là, mais il a dit, en fait, ça m'a jamais posé de problème, en fait. Quand on essaie de me faire dire que c'est un problème, qu'il a pu être un peu, m'avoir bousculé, qu'il était un peu dur, etc. Et puis tu vois un exemple concret qu'a donné James Masters dans le podcast de Michael Rosenbaum, c'est par exemple quand Joss Whedon est arrivé à la fin de la saison 5 en leur disant on va faire un épisode musical l'année prochaine, pendant la saison 6, tout le monde lui a dit que c'était de la folie furieuse. En fait, la plupart du cast était terrorisé à l'idée de le faire, pensait que ça allait mettre fin à leur carrière personnelle, mais également que ça allait rendre la série risible et ridicule. Et il a dû en fait se battre et être finalement assez ferme et un peu autoritaire pour imposer l'épisode musical. Donc ça pose aussi des vraies questions intéressantes aussi dans les questions de finalement de direction et de management moderne. À quel moment tu penses effectivement au bien-être de tes équipes en disant bon ça les met tous mal à l'aise, ne le faisons pas. Et à l'inverse, à quel moment tu ta vision, surtout dans l'art, pour obtenir un épisode qui maintenant est culte et est considéré comme l'un des plus beaux épisodes musicaux de la télévision. Après, il y a aussi cette question, effectivement, est-ce qu'on peut pas faire l'un sans l'autre après, je ne crois pas qu'il ait été particulièrement désagréable ou justement hystérique pour les convaincre de faire l'épisode musical, mais bon, James Masters, Spike a quand même beaucoup insisté sur le fait que c'était quelque chose sur lequel il avait dû beaucoup insister et se battre contre l'avis de tout le casting qui ne voulait absolument pas le faire, je crois, à l'exception d'Anthony Stewart Head, Giles, qui lui était beaucoup plus à l'aise, mais sinon ça avait l'air d'être panique à bord et il a vraiment dû à un moment donné, comme on dit, poser des points sur la table pour dire non, en fait, je vous promets que ça va le faire. Et donc, c'est intéressant aussi de cette notion-là, je trouve, pour comprendre un peu comment fonctionne un plateau de tournage et ce plateau de tournage. Non, et puis surtout, c'est rigolo, j'ai vu passer un podcast sur un truc sur le sport. Et il y a une nana qui est coach. Et il y a une image d'une nana qui se faisait gueuler dessus par sa coach. Et ça fait scandale. Et il y avait Abby Wambach, qui est une des grandes footballeuses
de soccer, de football comme chez nous, mais américaine, qui discutait de ce truc-là. Et en fait, la nana, la gamine qui s'est gueulée dessus, expliquait en conférence de presse, c'est ma coach. Elle expliquait en conférence de presse, non mais ma coach, elle me connaît, elle sait ce que j'aime, elle sait comment j'ai envie, I like to be coached hard, j'ai envie qu'on me parle comme ça, j'avais besoin. Elle m'a motivée, en fait, elle est en train de me gueuler, I believe in you, you're great. Et que ça a fait tout un scandale comme quoi la nana lui gueulait dessus, et elle a dit, non, mais c'est comme ça que notre dynamique fonctionne. Et en fait, ça aussi, c'est une réalité. C'est compliqué. Mais après, sur la question de Whedon, tu vois, quand je vois J.K. Rowling continue à bosser, je me dis à quel moment est-ce que le fait que ce soit une femme crée une différence ou pas? Est-ce que le genre. Non, je pense que déjà, elle continue à bosser parce qu'elle veut bosser. Moi, je continue à dire, on ne sait pas ce qu'il fait en fait. On ne sait pas jusqu'à quel point Joss Whedon, il a passé des années entre Firefly et Dollhouse à commencer des scripts qui finissaient pas. Enfin, je suis désolée. Non, mais tu vois, il a fait plein de trucs. Donc, ça se trouve, il est juste dans une période comme ça. Après, Nicolas Brendon, dans sa vidéo, avait l'air de dire qu'il allait pas bien. Qu'il allait pas bien, qu'il était très triste, que effectivement. Après, moi, je pense aussi, au fait, les deux choses auxquelles je pensais. Un, il s'est marié début 2021 avec une nana dont il avait l'air très amoureux. Une artiste, peintre. Je pense qu'il a plein de trucs à réparer avec ses enfants. Je pense que le seul truc qui m'a intéressé dans l'interview de New York Magazine, c'était qu'il parlait du fait qu'il était en thérapie et qu'il était en train de reconsidérer beaucoup de choses sur son histoire avec sa mère. Et jusqu'à quel point sa mère, c'était pas un peu une narcissique, il a un peu... voilà. Donc, à mon avis, il y avait genre, ok, je passe 5 ans à m'intéresser à ma thérapie, ma nouvelle femme et mes enfants. Nicolas Brendon dit effectivement, Joss est en thérapie, Just do the work, fait le travail. Donc c'est intéressant. Et la vraie question que moi générale que je me pose, c'est à quel moment il y a l'espace, comme on disait tout à l'heure, de la rédemption, de pouvoir revenir, qui est une façon qui n'existe pas encore pour le moment, et du fait aussi de son statut d'homme, parce que pareil, Charisma Carpenter, on le sait, on restera discret là-dessus, mais on sait qu'il y a eu des gens qui ont travaillé avec elle, qui ont eu des problèmes avec elle, qu'elle a été dure avec des gens qui ont... Sans s'en rendre compte, hein, voilà, de toute façon inconsciente, mais elle a eu un caractère très compliqué. Traumatisé, oui. Heureusement qu'elle a fait des efforts depuis. Mais donc voilà, Charisma Carpenter elle-même était responsable de ça. C'est intéressant aussi, comme on parlait de l'intervention de Michel Gellar, l'acteur qui fait le rôle de Parker dans la saison 4 a lui-même fait un post au moment de parler du décès de James Van Der Beek Dawson, qui était aussi sur la chaîne WB. Parker ou Adam? Parker. Ah, je crois que c'était Adam. Non, l'acteur qui fait Parker, l'acteur qui couche avec Buffy, qui la balance comme un pauvre sac de patates après, le garçon de la fac un peu traditionnel. Et donc voilà, il a dit voilà, moi après le tournage de Buffy, je ne vais plus du tout retourner sur un plateau de série. En plus, c'était la même chaîne, c'était peu de temps après. Et en fait, James Van Der Beek m'a accueilli à bras ouverts, il a été adorable avec moi et ça m'a réparé mon rapport au tournage, au plateau de série télé, parce qu'il avait eu une très mauvaise expérience avec Sarah Michelle Gellar, qui effectivement, du fait qu'il était débutant, s'était agacé contre lui, parce qu'il avait du mal à trouver sa marque, il avait du mal avec ses dialogues, et qu'elle, évidemment, vu le nombre d'heures tournées, vu l'ampleur et son professionnalisme, elle lui avait fait ressentir. Donc c'est intéressant, encore une fois, la question des points de vue, parce que d'un côté, on peut comprendre que Sarah Michelle Gellar s'agace quand elle est pro d'avoir un débutant qui n'y arrive pas, mais à l'inverse, lui dit, oui, mais en même temps, James Van Der Beek lui-même est capable d'être patient et autres. Et en même temps, elle c'est une femme, James Van Der Beek est un homme, mais voilà, ça pose plein de questions, mais qui montrent qu'il y a une question de point de vue beaucoup plus, encore une fois, complexe. Dans la nuance. Nuance, exactement. Avec le détail, avec la spécificité, on peut réfléchir, on peut se poser des questions, mais surtout pour en apprendre pour nous-mêmes, tu vois. Moi j'ai toujours dit, j'aurais pas voulu que toi ou moi on soit en charge de autant de gens au même âge que Joss, parce qu'on aurait été des tyrans. C'est mon opinion. Je dirais aussi que moi je m'intéresse aux travaux de Brené Brown depuis des années, qui s'intéressent au départ à la honte, à la vulnérabilité, mais en fait s'intéresse beaucoup au leadership. Et elle écrit des bouquins là-dessus, Dare to Lead en fait partie. Et en réalité, en fait, ce sont des choses qui devraient être compliquées et qu'on fait semblant qu'elles sont simples. Et c'est pour ça que ça crée des problèmes. Parce que la réalité, c'est qu'on essaie d'avoir des conversations simples, désincarnées de la problématique humaine, de la complexité. Le cerveau a besoin de binarité parce que c'est plus simple. Et effectivement, je pense que même toi qui as été sur des plateaux avec ta maman, ou moi qui fais des tournages, on a travaillé en production et autres, même avec ça, je pense qu'aucun de nous, ni même vous peut-être qui regardez cette émission, à part peut-être si vous voulez nous révéler que vous êtes peut-être en fait des gens qui travaillent dans le cinéma, mais je pense qu'on ne peut pas imaginer, aussi bien pour Sarah d'ailleurs que pour Joss, ce que c'était d'être sur une série de 7 saisons aux États-Unis de 22 épisodes qui a eu un succès surprenant, mais surtout mondial, qui essayait de faire ce truc international. Aussi, qui essayait de faire un truc vachement profond et révolutionnaire. Moi, c'est ça, moi j'ai l'impression, je pense à Joss comme un scientifique fou qui essaye désespérément de faire son truc et les gens autour de lui comprennent la moitié de ce qu'il fait. Oui.
Et du coup, enfin, je pense à Kubrick en fait. Je pense à comment Kubrick pouvait être adorable avec certaines personnes et difficile avec d'autres par rapport à comment Je pense que ça, on peut leur parler. niveau de compétences. Il parlait beaucoup de clans en disant bah oui, mais c'est un truc qu'on apprend en management, il faut pas faire du favoritisme, sinon les autres se sentent un peu mis à part. Et en fait, je pense que que peut-être des gens se sont sentis mal aimés, pas du fait que c'était mal aimé, mais du fait qu'il y avait des gens avec qui il y avait plus d'affinité, le fait effectivement qu'ils recevaient Alexis Denisov, Wesley, Amy Acker, donc Fred, ensuite Stuart Red, Giles, chez lui pour faire des soirées piano, etc. Et qu'effectivement pour les autres, ça a pu être peut-être très perturbant en disant bah oui, mais pourquoi eux et pas nous? Mais je pense que c'est aussi à cause de l'aura de Joss, de sa façon, de l'impact qu'il avait sur les autres inconsciemment, et qui est vraiment le truc dont Buffy parle en fait. C'est le sujet de la série. Enfin, regarde, la série, après Tout en reconnaissant aussi quand même à Sarah des qualités, parce que plus elle se dévoile, comme tout à l'heure, enfin elle parle, plus on découvre quand même aussi son investissement dans Buffy. Et je sais que moi, ma scène préférée du pilote, c'est la scène où elle dit à Giles, où Giles lui dit mais tu es l'élu, tu es la tueuse, il lui sort le livre sur les vampires, parce qu'elle vient de voir qu'il y avait quelqu'un qui était mort dans les vestiaires, et elle dit c'est pas le livre que je voulais, et elle ressort, et cette scène, je la trouve extraordinaire, je trouve qu'elle a une intensité. Quand elle revient justement, Oui. elle a d'abord vu une première C'est fois, ça. et ensuite elle voit le corps, Exactement. elle revient, elle fait Isn't that strange? Are you gonna say ooh? Pardon. Et Je préfère refaire la scène, pardon. Et la scène est vraiment d'une intensité. Elle dit mais vous voulez me préparer à quoi? Me préparer à perdre tous mes amis, à devoir déménager, etc. Et c'est vraiment une scène qui pour moi annonce toute la dramaturgie et la gravité qu'il va y avoir dans la suite de la série. Et évidemment, c'est écrit par Whedon, mais Sarah a dit en fait cette scène-là, je l'ai jouée d'une première façon qui me paraissait intuitivement et d'instinct pas bonne. Et j'ai demandé, on n'avait qu'une heure avant qu'on doit de clore le tournage et d'arrêter le tournage. Et elle a dit en fait, bah j'ai négocié. L'épisode 8-9, un jour ils avaient 1 heure de tournage dans ce décor et elle a dit est-ce qu'on peut refilmer cette scène du pilote? C'est ça qui est fou. Et elle a négocié un moment, et parce elle a sûrement une meilleure compréhension du personnage et des enjeux. Et effectivement, c'est pour ça que cette scène-là est bien supérieure au reste de l'épisode, parce que d'un seul coup, il y a une meilleure compréhension du personnage, et ça montre qu'elle était investie, qu'elle a aussi une compréhension du personnage. Comme on avait dit quand on avait un peu parlé de Sarah dans une émission précédente, je pense qu'en fait, Buffy est beaucoup plus, peut-être 60-40 Sarah, le personnage de Buffy, pas la série dans sa globalité, mais qu'elle a quand même apporté plus de choses. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'à mon avis, les problèmes entre Sarah Michelle Gellar et Joss Whedon ont dû arriver assez tardivement sur la série, peut-être en cours de saison 5, peut-être un peu plus tard, parce qu'on sait maintenant de manière sûre, elle l'a confirmé dans des interviews récentes, et on le savait déjà, je pense, à l'époque, mais c'est elle qui a invité Michel Trachtenberg à passer les auditions pour le rôle de Dawn, parce que elle la connaissait d'un tournage précédent et qu'elle pensait qu'elle serait tout à fait adaptée pour ce rôle. Donc je n'imagine pas Sarah Michelle Gellar inviter Michel Trachtenberg, même si c'est du boulot et qu'on sait qu'aux États-Unis le boulot c'est un job sur un tournage, on est prêt à tout pour, mais je pense pas qu'elle aurait invité justement une enfant aussi jeune sur un plateau considéré comme vraiment violent ou toxique ou problématique, voire sexuellement abusif peut-être, ou abusif même plus largement. Donc je pense que les problèmes qu'il y a eu et les tensions ont dû arriver beaucoup plus tard. Peut-être quand Firefly a été annulé, ce qui était un gros coup dur pour lui. Peut-être à un autre moment, mais c'est aussi ça, en termes de temporalité, on n'est pas vraiment très sûr de ce qui s'est passé. En sachant plus que justement, comme Sarah Michelle Gellar a fait rentrer Michel Trachtenberg sur le plateau, on peut aussi comprendre que au moment où Whedon lui a mal parlé, qu'elle a pris sur elle d'imposer des règles, parce que je pense qu'il y avait aussi un sentiment à la fois de grande sœur et de responsabilité après l'avoir fait rentrer sur le plateau et sur ce tournage, sur cette série, de dire bah non, en fait maintenant je vais la protéger parce que c'est mon rôle et que maintenant il faut aussi que je fasse attention, vu que c'est moi qui l'ai fait rentrer, qu'elle vient de vivre une expérience désagréable et que c'est à moi de la protéger. Donc je pense que ça peut aussi expliquer beaucoup de choses dans le mécanisme, des choses qui nous ont été induites, parce que ça reste quand même pas tout à fait très clair, mais des choses des éléments qu'on a eu de la part de Sarah et Michel et des quelques personnes du plateau sur cet incident-là. Mais je pense que moi, la première personne qui m'a appris à respecter Sarah, c'est Joss, qui a dit plein de fois l'intelligence du personnage est liée à l'intelligence de Sarah, sa spécificité a fait que j'ai écrit le personnage différemment. Enfin, donc, on le savait, techniquement, on le savait tout ça, quoi. Pour Nicolas Brandon, tu vois, je trouve pas ça anodin qu'il soit décédé quelques jours après l'annulation du reboot, parce que cette annulation du reboot a créé beaucoup de conversations parmi les fans sur les réseaux sociaux, sur oui, on veut voir Buffy revenir, non, on veut pas voir Buffy revenir, oui, on veut voir Buffy revenir, mais avec Joss Whedon, ou non, absolument pas de Joss, c'est dommage que ce reboot se fasse pas, parce que c'était justement une résurrection de Buffy sans l'ombre de Joss Whedon par-dessus. Et je pense, vu ce qu'il raconte dans sa dernière vidéo, Nicolas Brandon, vu son attachement et à la série
et à Joss Whedon. Je pense que toutes ces conversations-là, et je suis sûr qu'il passait malheureusement beaucoup trop de temps, comme nous tous, sur les réseaux sociaux, et je pense que tout ce tourbillon médiatique autour de Buffy, pendant une semaine très très dense et intense, a accéléré sûrement le déclin de son état de santé, et malheureusement on l'a peut-être perdu plus tôt qu'on l'aurait voulu. Le dernier truc que je dirais rapidement sur Nicolas Brandon, c'est que je pense qu'il a fait une erreur en acceptant la proposition de Shonda Rhimes de venir jouer dans Private Practice. Je sais que voilà, Shonda Rhimes est très fan de Buffy et je pense que c'était très chouette de lui proposer ce rôle, mais c'est le rôle d'un violeur. Il y a une scène de viol pour ABC étonnamment assez graphique et assez crue sur un arc qui dure plusieurs épisodes. Alors, je crois que c'est 3 ou 4 épisodes et je pense que pour Nicolas Brandon, qui a été lui-même victime d'abus sexuels, peut-être qu'il a pensé que ce rôle aurait un effet cathartique sur lui ou que ça allait déconstruire quelque chose. Je pense que ça a eu l'effet inverse parce que j'ai l'impression qu'en termes de temporalité par rapport à mes souvenirs, j'ai vraiment l'impression que c'est le moment où son état a commencé à s'aggraver, son état de santé mentale. Je pense qu'avoir voulu incarner un agresseur sexuel, un violeur, puisque c'est vraiment une scène de viol d'un des personnages principaux de Private Practice, désolé pour les spoilers, mais aussi réussi que soit cet arc dans Private Practice, je pense que l'avoir interprété ce rôle ne lui a pas fait que du bien, malheureusement. Écoute, merci beaucoup Yael pour tout ça, et puis je pense que voilà, n'hésitez pas aussi à donner vos avis sur ces 4 questions. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur Nicolas Brandon, très très important, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, que ce soit rien du tout, de l'énervement, de l'indifférence, de la tristesse, ou tout ça d'un coup, parce qu'en fait souvent on met des ou, mais en vrai quand on fait de la thérapie, c'est souvent plus et oui, que ou. Si vous étiez avec nous à la convention et que vous avez un souvenir avec nous, que vous voulez partager de Nicolas Brandon, qu'est-ce que vous pensez effectivement de Joss Whedon, du reboot de Buffy, heureux, déçu, là pour le coup on a tout vu, c'est très très évidemment polarisé là-dessus. Des gens disent tant mieux que ça se fasse pas, d'autres non au contraire j'avais très envie de le regarder, et d'autres ont dit j'avais très envie mais j'ai lu le scénario, j'ai plus envie, d'autres avaient dit j'avais pas envie, j'ai lu le scénario, en fait ça avait l'air chouette quand même. Donc c'est intéressant. On peut peut-être aussi dévoiler qu'en ce moment on est en train peut-être de mettre en place un truc sur du papier, voilà, avec des mots. On était en train de tenter de faire un livre sur Buffy, Buffy Saswanti. Donc voilà, on espère qu'on aura plus de nouvelles bientôt. C'est en cours de conception. Exactement. De conception pitch. Est-ce que vous pensez que Sarah Michelle Gellar et Joss Whedon ont déjà peut-être eu un rapprochement ou pas du tout? Voilà, dites-nous. Ew, gross. On espère que cette émission vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura peut-être apaisé ou amené à des pistes de réflexion que vous n'aviez peut-être pas eues ou qui vont peut-être vous aider, vous accompagner dans vos propres pistes de réflexion. C'était l'annuel de Buffy Slays 20. Of my life, don't walk away. If you guys can find it somewhere in your heart to forgive him, even though he did nothing to you, it'd be doing a favor to me, because it's just, I don't know why anybody would have seen him as sad, and that's, Joss wasn't sad, he was devastated. So this isn't a win, but the show not going on. Like I said, it just needs to be done right. And sorry that I got a bit morbid and shit, and teary-eyed. I'm sorry, I'm on my period. But menopause is coming soon, or menopause. All right, guys. I love you. I mean it. And I'm gonna be cooking soon, except my stove fucking broke because it's made out of fucking porcelain. Like the stovetop is made out of porcelain. So you can't drop a hammer on it.